Retrouvez tous nos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like nous aide beaucoup. Click, click. This is your Kodak moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve une nouvelle fois pour parler basket et ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de jeunes. Remarque un petit moment, pas tant que ça vu qu'on avait fait un épisode sur la Summer League. Mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi de prendre le temps de l'été pour vous aider un petit peu à mieux scouter. Ça fait un petit moment qu'on se dit comment on peut faire pour mieux scouter, c'est quoi un peu les grands schémas d'un scout. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qui peut être intéressant, c'est de repartir deux joueurs pour essayer de comprendre ce qu'ils nous ont appris sur le scouting. Vous allez voir, on va dérouler tout ça et on est avec Flo pour parler de tout ça. Salut Flo, comment ça va? Ça va super, merci de l'invitation, ça va super, il fait chaud, on est en vacances, donc on va pas se plaindre. On va toujours parler des jeunes sportifs, c'est hyper cool, surtout quand on peut prendre du recul un peu ensemble, donc toujours un plaisir. Ça fait un petit moment là que t'es venu il y a 2 mois à peu près. On avait fait la mock draft ensemble. Mmh. D'ailleurs, ta présence avait bien plu à nos auditeurs qui avaient fait plein de commentaires positifs sur toi. Donc c'est toujours cool. Je pense que ça peut être sympa aussi pour toi de l'entendre. Effectivement, on voulait vous proposer un peu ce nouveau format. L'idée c'est de pouvoir un petit peu réfléchir sur le scouting, sur comment on scoute. Mais toi, c'est juste avant qu'on démarre, on le fait toujours un peu en introduction. C'est quoi un peu tes actualités, Flo? Bon, les actualités en ce moment, c'est les vacances. C'est vrai que en fait, de septembre à juin, en fait, tu te rends compte que en travaillant à droite à gauche, tu passes quand même beaucoup de temps autour du basket. Et là, le fait est que tu as un été où il y a même peu de compétitions internationales, donc c'est quand même cool de couper. On mange beaucoup de basket pendant l'année, donc c'est vrai que regarder un peu des films et des séries et profiter de ta famille pendant l'été, c'est quand même autre chose quoi. Donc les actus là en ce moment, je fais pas grand chose, mais je vais pas m'en plaindre. Mais mine de rien, j'ai commencé il y a depuis quelques jours à un peu regarder la draft 2027. On commence à s'y intéresser. Euh, Là, pour l'instant, je fais des classements qui n'ont aucun sens parce que je suis à 3 minutes de visionnage sur chacun des joueurs. Mais mais la draft 2027, elle est pas mal critiquée et pourtant moi je la trouve plutôt intéressante. Donc Elle s'annonce un peu une draft down, non? Il me semble après 2 ans ouais, assez haut. Hein. le problème, c'est qu'elle est bloquée entre des drafts 25 et 26 qui sont vraiment très cool et la draft 28 qui va être annoncée monstrueuse. Donc bah tout le monde est un peu en train de sous-estimer la draft 27, mais je pense que elle va nous fournir quelques joueurs très très intéressants et je pense qu'elle va beaucoup ressembler à la draft 2024. Bon bah pour certains c'est peut-être pas un truc positif, mais où t'as plein de joueurs intéressants, très profondes, peut-être pas un wagon de tête qui te fait qui t'excite beaucoup, mais je pense que tu as plein de joueurs auxquels tu vas t'accrocher et que tu vas bien aimer. Alors l'idée dans ce podcast, c'est qu'on puisse parler de 3 joueurs un peu dans le détail, qu'on revienne sur les profils qu'ils étaient, sur ce qu'ils ont donné en NBA, les enseignements qu'ils nous donnent un petit peu sur le scouting. Flo, je t'avais demandé de choisir 3 joueurs pour qu'on puisse parler de 3 joueurs. C'est quoi les 3 joueurs que t'as choisis? Alors j'avais beaucoup d'hésitation parce que l'exercice est très intéressant, mais j'ai essayé de mapper quand même 3 exercices différents. Donc j'ai pris un joueur que bon, on va y revenir, mais j'ai pris un joueur que j'aimais beaucoup et dont j'ai eu raison, on va dire, pour X ou Y raison, qui est Darius Garland. J'ai pris un joueur que j'aimais pas, mais que j'ai eu tort, qui est Zach Edey. Et j'ai pris un joueur qui, pour moi, c'est vraiment l'épiphénomène de ce type d'exercice, qui est Jaylen Brown, le joueur qui est un peu respecte un peu le théorème du survivant. Tu voyais des choses qui te faisaient ne pas l'aimer et il les a toutes un peu surpassées et il faut surtout pas le prendre en exemple. Il faut vraiment reconnaître l'erreur et ne pas le prendre en exemple sur les exercices suivants. Donc j'ai essayé de faire 3 exercices différents, comme ça je trouve que la discussion est intéressante. Ah, ça va être chouette, on va pouvoir effectivement, du coup passer là-dedans. On s'est dit aussi, en préparant le podcast que ce qui était intéressant, c'est de mieux comprendre le rapport qu'ont les scouts à l'erreur. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien faire la distinction, je dis souvent que tu as un peu les scouts de pacotille qui vont, vachement mettre en avant, les joueurs qu'ils ont réussi à cibler et qui sont beaucoup dans le «j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison» où vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Et puis il y a d'autres scouts qui sont des scouts un peu plus expérimentés, je trouve, qui ont
un recul et qui savent reconnaître qu'ils se trompent et qui même parfois partent du principe qu'ils peuvent se tromper. Et d'ailleurs, je trouve que toi, Flo, t'es quand même vachement là-dedans parce que je t'entends souvent dire dans des podcasts que toi, c'est ta vision des choses, mais probablement que le scouting de l'équipe et le front office a pour le coup une autre vision et que leur vision est sûrement avec plus d'informations un minimum que celle que tu as toi, et donc tu prends souvent beaucoup de mesures quand sur les décisions d'une équipe, et tu essaies souvent, je trouve, de faire l'effort de comprendre pourquoi une équipe a pris telle ou telle décision. T'as quel rapport, toi, à l'erreur dans le scouting? C'est quoi ton rapport à l'erreur dans le scouting ou dans la vie, comme tu l'as dit avant? Alors moi dans la vie, non, mine de rien en fait je trouve que c'est comme je dis toujours le scouting c'est un exercice qui est hyper subjectif en fait. C'est hyper personnel même avec la multiplication des statistiques qu'on peut utiliser en fait, il y a quand même beaucoup d'appréciation personnelle et pour moi l'erreur principale dans le scouting c'est j'avais raison ou je vous l'avais dit etc. En fait il y a tellement d'éléments que tu ne maîtrises pas, que ce soit dans le passé du joueur, dans le présent du joueur ou dans le futur, parce que tu sais pas où il va être drafté, quel coaching staff il va avoir, quel est son environnement professionnel, personnel, familial, etc. Il y a trop de choses que tu maîtrises pas, donc en fait, tu peux pas être sûr à 100% que lui, c'est sûr, il va sa marge d'échec, elle n'existe pas. Tu peux pas être sûr. Donc du coup, en fait, pour moi, dans le scouting, il faut accepter de se tromper et il faut surtout apprécier de se tromper parce que déjà tu progresses et deux en fait ça montre que t'avais vu des choses et t'as pas forcément tort en fait. T'as pas forcément tout le temps tort sur ce que t'as vu, mais il y a d'autres éléments qui sont venus dans l'équation et qui font que en fait tu peux pas prédire à 100% le profil du joueur qui est demain en fait. On n'est pas dans tout cas. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant et faut reconnaître que dans une classe de draft, tu auras tort à 90% du temps et les 10% du temps, tu auras raison. Ne fais moi, c'est un peu le truc que je dis, ne fais pas le malin sur les 10%. Ça reste 10% de marge de succès et franchement pour un scout, 10% de marge de succès, c'est énorme en fait. Mais enfin c'est super bien. Mais ne mets pas en avant les 10% parce que tu mets pas en avant les 90. Donc c'est un peu le truc à retenir quoi. Mais d'ailleurs, on a vu ces dernières années pas mal de franchises un peu dans ce sens-là, plutôt essayer d'augmenter son volume de pics que d'aller chercher des top picks. Moi, je trouve qu'on a pas mal bon, OKC en est forcément un très bon exemple, mais notamment aussi avec des franchises qui vont multiplier les seconds tours de draft. Je pense à Memphis qui aime beaucoup avoir beaucoup de seconds tours de draft en stock. Et je trouve que ça traduit aussi ça, c'est-à-dire cette dimension de ce qui est important, c'est d'avoir du volume, parce que dans le volume, au bout d'un moment, tu vas avoir des moments où tu es bon, alors que avoir tout le temps bon, c'est effectivement extrêmement difficile. Toi, tu donnes quelle marge d'importance? Ça, je trouve que c'est une question à laquelle il est pas simple de répondre. Tu donnes quelle place au contexte dans la réussite d'un joueur? Est-ce que pour toi, c'est essentiel pour l'immense majorité? Est-ce que c'est finalement, normalement, un bon joueur, quoi qu'il arrive, il va trouver sa place? Comment tu évalues l'équipe dans laquelle un joueur arrive et l'importance surtout de l'équipe dans laquelle un joueur arrive? Pour moi, c'est énorme. Je pense que les joueurs qui n'ont pas besoin de ce contexte pour performer tout de même, ça appartient aux 99,99 centiles des joueurs NBA en fait finalement. C'est le top 5, c'est le top 10 du mondial qui aurait pu performer peu importe les circonstances. Au bout d'un moment, en fait, le contexte a trop d'importance pour tous ces joueurs parce que ils vont pas avoir, ça va être des role players, ça va être des joueurs qui ont besoin d'avoir un coaching staff qui les met dans des bonnes conditions, qui ont un rôle prédéfini, qui ont besoin de temps pour progresser. On va y revenir par exemple avec Jaylen Brown. Il y a plein d'exemples et il y a plein de contextes qui font que tu vas progresser d'une manière X ou Y. Et en fait, faut bien comprendre que on parle de jeunes hommes et jeunes femmes, parce que je suis moins spécialisé en scouting féminin, mais j'imagine que c'est la même chose, qui ont 18, 19 ans. Au bout d'un moment, on est à peine construit à ce moment-là de la vie, on va y revenir. Mais à un moment donné, en fait, c'est des gamins qui savent pas où ils vont et c'est des produits tellement pas finis dans le basket que tu peux encore les orienter à droite ou à gauche. Donc le contexte, pour moi, il fait tout. Et c'est pour ça que la marge d'erreur, en fait, dans le scouting, elle est monumentale. Parce que t'as beau surapprécier un joueur et être sûr qu'il va pas se tromper, mais mon gars, s'il tombe dans cette équipe-là, qui le fait pas jouer, qui le fait pas jouer dans le bon rôle, qui le fait pas jouer au bon poste, qui le fait pas jouer dans plein de choses différentes, qui a pas un coaching staff qui va prendre le temps de travailler le tir, le handle, qui pense que le drive c'est plus important alors que c'est un joueur qui va être sur du post-up. Je dis n'importe quoi en fait, mais il y a trop de circonstances qui font que ce que tu avais prévu pour ce joueur, ça va être faux. Ça va être faux. Il y a un moment donné, ça va être faux. Peut-être que tu auras plein de choses qui vont être vraies, mais il y a certains points qui vont être faux. C'est sûr et certain. Donc, moi, pour tous les gens qui veulent se lancer en scouting et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Si vous n'êtes pas prêt à avoir tort, vous êtes mort. Vous aurez tout le temps tort.
en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Et moi, par exemple, j'ai un document qui reprend tous mes boards depuis quand j'ai commencé à scouter, c'était genre en 2018, tu vois. Mais quand je reprends mes boards précédents, 2017, je crois, ma première draft où je regarde un peu 30 joueurs, mais c'est fou. Il y a des noms, ils ont rien à faire là. Donc, c'est ça qui est intéressant, quoi. Et t'as un exemple, alors je t'ai pas posé la question avant, donc peut-être qu'il y a rien qui va devenir, mais t'as un exemple d'un joueur où où tu penses rétrospectivement que le problème c'est l'endroit où il est tombé, c'est-à-dire qu'il aurait dû réussir, mais il est tombé à un endroit qui lui a pas permis parce qu'il était bloqué ou. Je te l'ai pas posé avant la question, hein, donc peut-être qu'il y a rien qui va te venir en tête, mais est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête? Bah, tu vois, j'avais failli en parler, mais Scoot Anderson, ça peut être un bon exemple parce évidemment qu'il avait beaucoup de défauts et j'ai failli le prendre dans cet exercice. Mais je pense que Portland ne l'a pas surutilisé comme il fallait et je pense que c'est un bon exemple. Après, là, je suis en train de regarder, mais moi, j'aimais bien un profil qui était Tyler Smith. Bon, il y a plein de gens que je pense qui savent pas Oula, qui c'est. oui, ok. Ouais, ouais. Et moi, que j'avais dans ma draft, dans mon big board, je l'avais quatrième, tu vois, en 2024, parce que il avait tout du profil hyper moderne, grand protecteur de cercle, capable de tirer à 3 points, etc. Et en fait, ben, le contexte présent autour de la G League Ignite où il sortait était pas optimal pour le scouter correctement, parce qu'il y avait plein d'erreurs, bah, Scoot Anderson, comme je viens d'en parler. Et après, au moment où il se fait drafter, et bah, en fait, il y a des contextes où il joue pas. Il se fait drafter à Milwaukee. Bon, bah, il joue pas parce que l'équipe est compétente. Et en fait, du coup, le contexte va pas l'améliorer, alors que il serait tombé dans les Wizards de l'an dernier. Et ben, ça se trouve, le mec joue 25 minutes, il arrive à progresser, et du coup, bon bah, il joue à côté d'Alex Sarr, ça lui permet de cacher ses défauts, etc., etc. Bam, il arrive avec Trae Young, ça commence à jouer des pick and roll, des pick and pop. Et en fait, il y a plein de trucs que tu sais pas. Et bon bah, finalement, moi, je l'avais très très haut parce que les qualités en faisaient que c'était très haut, mais le contexte a fait que bah, il n'existe plus en NBA déjà. Ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est le concept des secondes drafts. Tu sais, c'est des joueurs que tu vas récupérer après 2-3 ans en NBA. C'est un concept d'ailleurs dont parle souvent Guillaume du Basket Lab, que je trouve cool parce que alors, c'est rare que dans les secondes drafts, tu arrives à trouver des top joueurs, mais je trouve assez régulièrement des très bons role-players ou des joueurs que tu arrives à développer comme des très bons role-players. Typiquement, l'exemple que vous pouvez avoir typique d'une seconde draft, bah, c'est un peu Zachary Zaché, hein, qui va à Dallas cette année après une première année que je trouvais plutôt pas mal moi à Atlanta, mais une deuxième qui est ratée et qui va à Dallas. Et c'est vrai que ça c'est un concept que je trouve pour le coup assez intéressant. Ouais, tu voulais Non, peut-être mais tu rajouter vois, quelque chose là-dessus. sur ce truc de la seconde draft, en fait, évidemment que c'est moins important parce qu'il avait déjà montré des choses, mais moi qui suis fan d'Indiana, tu prends Tyrese Haliburton, à quel point est-ce qu'il est capable d'atteindre ce niveau-là aujourd'hui, qui est un top 10 NBA quasiment, tu vois, un All NBA, si jamais il reste à Sacramento dans un environnement pas concluant, bizarre, avec De'Aaron Fox à côté de lui, avec aucun joueur de pick and roll, et du coup, peut-être qu'il serait devenu un bon joueur parce qu'il appartient aux 99,99% des joueurs de cette planète, mais ça se trouve il aurait pas été aussi fort parce que bah il aurait pas eu les ballons, il aurait pas eu le coaching, il aurait pas eu les coéquipiers, etc., etc., quoi. Et nous, on est incapable de savoir si Indiana prend ce style de run and gun parce que Rick Carlisle a cette envie et veut le faire, ou est-ce que c'est parce que en fait il voit jouer Tyrese Haliburton et il se dit bah en fait faut aller le pousser là-dessus et finalement c'est Tyrese Haliburton qui est Mm. générateur de cette idée. Enfin ça c'est vrai que c'est des trucs pour nous c'est assez compliqué de savoir. On Les peut pas, ouais. conférences de presse peuvent aider un peu, mais bon c'est dur à savoir Mm. quoi. On Puis c'est peut dur pas. de se taper toutes les conférences de presse en plus. Ça, là, pour le coup, ça prend pas mal de temps. Flo, je te propose qu'on parte sur notre premier profil, si ça te va. Est-ce que ça te va si on démarre par Darius Garland? Totalement. Allez, on démarre par Darius Garland. Ce qu'on va faire à chaque fois, c'est que moi, je vais vous dire quelques mots sur le profil tel qu'il était présenté avant la draft. J'ai essayé au maximum que possible de prendre envergure, parce qu'on a des très bons scouts en France, et tant qu'à faire, autant mettre en avant le scouting français. Et puis après, Flo, tu pourras nous dire un peu comment toi, tu voyais le joueur, et puis on va pouvoir entrer dans la discussion. Alors, Darius Garland, si on reprend un peu ce que nous disait Envergure dessus, c'est Antoine Béranger qui avait fait le scouting report de Darius Garland, qui le présentait comme un profil high risk, high reward. C'est-à-dire que la part d'incertitude sur Darius Garland était assez importante. Il aime bien faire la comparaison entre Garland et je l'ai vu à deux, trois autres endroits avec Stephen Curry, au sens où on est sur une taille qui est à peu près similaire, mais je pense que là, il devait se tromper, ça devait être les tailles qu'on avait avant les mock drafts, parce que je pense que Curry est quand même un peu plus grand que Garland, mais par contre, Garland a peut-être une plus grande envergure. Mais on retrouvait des éléments un peu à la Steph, c'est-à-dire un très gros handle.
une énorme technique sur les step back et sur la capacité à tirer, ce qui n'est d'ailleurs pas tant que ça le profil de Steph quand il arrive en NBA. C'est plus le profil de Steph une fois qu'il s'est développé. Et je trouve que c'est souvent une erreur qu'on fait un peu dans le scouting, c'est qu'on va comparer un joueur en se disant il peut devenir ça par rapport à ce qu'un joueur est devenu et pas tant par rapport à ce qu'était le joueur au départ. Bon, c'est un détail, on verra si on en reparle. Il met beaucoup en avant effectivement sa technique. Les 2 points qui sont selon lui un petit peu limités, c'est que bon, forcément il y a la dimension physique. Il est un petit peu frêle et donc sur la partie défensive, ça peut lui faire peur. Et le deuxième, c'est qu'il est un peu trop flashy dans le passing, ce qui fait qu'il a pas mal de déchets dans son passing qu'on a plutôt retrouvé en NBA, même si moi je trouve que l'équilibre prise de risque et déchets de Darius Garland est plutôt bon, voire très bon. C'est un joueur qui était à Vanderbilt, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça, hein, Florent, il était à Vanderbilt. Yes. Et qui tournait à 16,2 points, 2,6 assists par match. Et puis, on va dire que le point qui faisait un peu rêver les scouts, c'était ce 47% à 3 points, qui était assez important. Et surtout, moi, de mémoire, ce que j'en ai, c'est que c'était tout autant du catch and shoot que du pull-up, il me semble. Hein. C'est bien ça. Hein. Ouais. Quand il arrive et quand il est scouté. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Flo, sur Darius Garland? Comment tu l'avais scouté? Qu'est-ce que tu en avais pensé? C'était quoi ton scouting report sur Darius Garland? Moi, pourquoi j'ai choisi Darius Garland? Parce que pour moi, c'est un exemple parfait de, parce que il y a, je sais plus s'il y a un truc que t'as dit, c'est que il joue 5 matchs en NCAA, à peine. Il se blesse sur son 5e match. Et du coup, comment est-ce que tu vas valoriser un profil que la majorité des gens ne vont pas voir et sur lequel tu es obligé d'aller voir des films précédents ou rester, comme il l'a dit, Antoine, sur des flashs, on va dire, parce que bon, bah, t'as peu de volume et t'as peu de répétition. Ce qui est trop intéressant avec Darius Garland, c'est que c'est un top lycéen. Sa classe de lycéens en 2018, il est 11e de sa classe de draft, donc prospect 5 étoiles. Et en fait, bon bah parmi ceux qui sont devant lui, tout le monde rejoint un peu des énormes facs. Bon bah t'as R.J. Barrett en 1, Duke, Nasir Little en 2 à North Carolina, Cam Reddish en 3 à Duke, et après c'est Oregon, Indiana, Kentucky, Duke et tout. Et boum, il se retrouve à Vanderbilt, donc dans une fac très moyenne, on va dire. Et le profil basket, il est exceptionnel. Le joueur de basket est exceptionnel, mais il y a des doutes sur sa viabilité physique déjà au niveau corporel, parce que les qualités physico-athlétiques sont très basses. Tu l'as dit, il est petit. Ce qui est marrant, c'est que il est annoncé à 6'3 quand il est lycéen. Et après, en fait, quand il est mesuré au combine, je crois qu'il est à 6'1 ou 6'2. Donc, C'est ça, 6-2, ouais. la magie des Américains, quoi. Le mec a Ouais. rapetissé. Mais Les 4 et paires en de chaussettes, tu sais, quand tu ah, c'est mesures. ça. Ah, c'est des malades. Bah, en fait, les facs, pour faire vendre leurs tickets et leurs facs, bon bah ils rajoutent des tailles comme ça, ils se disent ouais, on a un meneur de 6'3, il est exceptionnel, etc. Mais bref. Moi, pourquoi j'ai choisi Darius Garland? Parce que pour moi, il y a un enseignement scouting qui est assez exceptionnel. C'est il faut avoir confiance dans les détails, il faut avoir confiance dans ce que tu as vu, et il faut revenir il faut multiplier les contextes. Et quand tu prends les contextes précédents à Darius Garland, moi, pourquoi j'avais commencé à regarder Darius Garland, c'est parce qu'il a un passif quand même assez exceptionnel. Moi, qui suis fan d'Indiana, bon bah il vient d'Indiana à la base. Après, donc dans l'Indiana, c'est déjà un joueur référencé quand il a 14, 15, 16 ans. Après, il déménage dans le Tennessee. Il est 4 fois champion d'État pendant ses 4 années de lycée. Il est 3 fois Monsieur Basketball du Tennessee. Donc tu commences à avoir un pedigree assez important. Il est sélectionné pour le 2018 McDonald's All-American. On va y revenir sur le passing. Il fait 11 passes, qui est un des records du McDonald's All-American. Et il a fait peu de Team USA parce que sa génération, elle est remplie de Trey Jones, Colin Sexton, Emmanuel Quickley. Donc c'est des énormes meneurs. Et du coup, bah en fait, Darius Garland, en fait, au niveau contexte, bah tu vas t'accrocher au high school. Et à un match de McDonald's All-American et à 4 matchs complets de Vanderbilt dans lesquels il a joué des petites facs parce que c'est le début de saison. Du coup, c'est assez difficile. Malgré tout, et ben en fait, quand tu regardes, ce qui est trop intéressant, c'est que quand tu regardes les matchs, il y a trop de choses à aimer. Il y a trop de choses à aimer. Bon bah tu l'as dit, il a 16 points, à peu près 3 passes de moyenne. Sauf que bah il joue avec des coéquipiers, c'est Vanderbilt en fait. Il joue avec toi et moi, donc c'est un peu plus compliqué. Et non, c'est très compliqué pour un meneur, on va dire créateur
balle en main, de vraiment déployer sa pleine puissance parce que il joue un peu avec des pinpoils et c'est pas facile. Et du coup, le truc hyper intéressant, c'est que tu l'as dit, 48% à 3 points, il prend 5 tentatives par match, il y a beaucoup de pull-up parce que comme dit, en fait, il a peu de catch and shoot, très peu de ses tirs sont assistés finalement. Et en fait, tu as des flashs de création balle en main autant dans le passing et autant dans le scoring qui est vraiment hyper cool. Et pourtant, tu te dis, bon bah un meneur à gros usage dans une petite fac, bon bah les stats d'efficacité doivent être assez moyennes. Non, il est 66% de true shooting, donc c'est énorme, et il est à 26% d'assist percentage. Donc en fait, le mec surperforme dans une fac assez moyenne avec un passif ok de recrue 5 étoiles, mais en fait il y a peu de team USA, il y a peu de contexte de haut niveau quoi. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et les trucs à aimer, bah évidemment tu l'as dit, le passing il est exceptionnel, il a une variété de passes qui est vraiment complètement folle, manipulation visuelle, manipulation sur pick and roll, manipulation de l'attaque, il est capable de gérer une attaque à lui tout seul. Le truc qui est trop cool, bon bah le handle, le body control, le drive, il est capable de gérer un drive à lui tout seul, malgré son physique un peu fluet, il est capable de répéter drive sur drive sur drive, kick out scoring, pick and roll, il est capable sur un match entier d'avoir une variété de passing et une variété de scoring qui est vraiment intéressante. Et le pull-up. Moi, pourquoi j'ai choisi Darius Garland dans cet exercice, c'est parce que au moment où j'ai commencé vraiment à scouter de fond en comble et de regarder le détail par détail, et bah c'était vraiment l'époque où 2018-2019, tu commences à rentrer tu sors un peu de l'époque Stephen Curry qui a retourné la ligue pendant 5 ans, et du coup ben l'arme du pull-up devient un peu l'arme numéro 1 que les scouts recherchent. On va dire entre 2015 et 2022-23, c'est un peu l'arme numéro 1 qu'il faut à un porteur de balle, c'est le pull-up. Et je faisais complètement partie de cette vague de scouting parce que bon bah c'était le truc à regarder pour qu'un joueur devienne élite quoi. Et Mais Darius Garland, il l'a. ce qui est intéressant en plus, c'est que bon, juste une précision pour ceux qui feraient un peu de scouting, il me semble que l'Indiana c'est quand même un des plus gros États en production de jeunes talents. Donc généralement, quand on est dominant dans l'Indiana, tu l'as cité, c'est pas anodin, c'est parce que souvent c'est un gros État de basket et il y a beaucoup de très bons jeunes. C'est vrai que le combo pull-up manipulation de défense, c'est un peu le combo le plus rare en fait à trouver. C'est assez rare d'avoir un joueur qui à la fois a déjà le pull-up à 18 ans et de la manipulation de défense. Dans le meilleur des cas, t'as un des deux. Souvent, t'as des bribes de un des deux et tu te dis peut-être que ça peut se développer. Avec Darius Garland, si j'ai bien compris, t'avais déjà presque de la certitude en fait sur les deux. C'est-à-dire qu'il avait montré la capacité à avoir les deux. Et souvent d'ailleurs, on s'enthousiasme énormément sur des meneurs qui osent pull-up à 3 points, quand bien même ils sont qu'à 35-36%. Déjà là, on est déjà assez haut. On se dit putain, il a aucune hésitation à pull-up. C'est énorme. Là, avec Garland, si j'ai bien compris, qu'il soit aussi bien en jeune. Alors après, à la fac, effectivement, il n'y a que 4-5 matchs. Il y avait de l'efficacité en plus sur ce registre-là, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, comme tu dis, si un joueur de 18 ans est capable de répéter du volume sur pull-up en étant efficace, hein, et que malgré le fait qu'il y ait peu de répétitions, il y ait peu de volume, tu dis, ok, il peut être en surchauffe. Bon, la pire erreur à faire quand tu scoutes de la NCAA, c'est regarder le pourcentage à 3 points pour un joueur qui a fait qu'une seule saison. Parce que, bon, bah, il suffit que tu tombes sur une saison en surchauffe pour que ça soit complètement biaisé. Lonzo Ball est passé par là, quoi. Et du coup, le truc avec Darius Garland, c'est que le toucher de balle est exceptionnel, le handle est exceptionnel, et du coup tu sais que balle en main il a comme dit, il a un toucher de balle vraiment cool et que il ressent le basket d'une très très bonne façon. Et quand ça suit avec du passing, tu comprends que bah il comprend ce qui se passe sur le terrain, il gère ce qui se passe sur le terrain quoi. Bon bah en fait malgré le fait que t'aies peu de répétitions et t'aies peu de volume, t'as trop de green flag potentiel, et en fait on va y revenir, mais le seul red flag c'était le volume et la blessure. Et c'est pour ça que certains scouts l'avaient très très bas. Moi, je crois que je l'avais troisième de mon board à l'époque. Je sais plus, je l'ai mis. Mais ah ouais, je l'avais troisième parce que devant, bah, j'avais évidemment Zion Williamson et Cam Reddish. Cam J'avais Reddish qui devant était, Jamorant, par exemple. j'avais devant Ja Morant. Parce que le pull-up, parce que le pull-up et le pull-up est trop élite quoi. Ja Morant était juste derrière, hein. Mais et du coup il y avait vraiment deux camps, les camps qui disaient bah de toute façon il est trop petit et il est blessé, donc ça pouvait tomber en 15-20, et les gens qui disaient mais en fait la blessure on s'en fout, j'en ai vu assez, je sais que pendant 15 ans ce joueur-là va être top. Et moi j'étais plutôt de cette école-là du coup. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, moi je trouve que ce qui est intéressant quand tu scoutes, c'est d'essayer de
si tu peux, de regarder la trajectoire. Moi, je pars toujours du principe qu'un joueur, tant qu'il a pas arrêté de progresser, il y a pas de raison qu'il s'arrête de progresser. À partir du moment où il y a une stagnation, il y a pas trop de raison que ça redémarre la progression. Et c'est vrai que de plus en plus, alors peut-être que ça va un peu changer maintenant là, avec le nouveau mode de fonctionnement et le fait que les joueurs aient un salaire maintenant en NCA, mais c'est vrai que le fait qu'ils aient qu'1 an de jeu rend difficile de regarder la progression et donc pouvoir revenir un peu sur ce qu'on voit en high school, bah, c'est vrai intéressant pour pouvoir, justement réussir à voir quelle courbe ils pourraient avoir. C'est vrai que dans cette période-là, il y a 3 joueurs, hein, un peu qui sont dans ce type de profil-là, et qui ont quand même tous les 3 été draftés très haut, ce qui montre bien que la tendance, des scouts NBA était quand même d'aller vers ces joueurs-là. C'est Trae Young, Darius Garland et un joueur qui présentait moins de défauts sur le papier, LaMelo Ball, qui sont tous les 3 joueurs qui présentent un peu ce truc pull-up, manipulation de défense. Et c'est vrai que rien que ça vous permettait d'être assez haut. Et du coup, moi, j'ai une question à te poser, c'est, moi, ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est chez Darius Garland, le truc qui est très cool, en fait, c'est le handle, enfin, c'est la maîtrise du ballon qui est hyper cool. Et dans quelle mesure, pour toi, le handle, c'est une base sur laquelle tu peux développer, sur laquelle tu peux te projeter? Dans le cas de Darius Garland, il se trouve que tu as un peu plus que du handle, vu que tu as déjà des bons pourcentages. Mais est-ce que le handle, c'est un truc que tu vas regarder avec beaucoup d'attention? Et si tu as un handle élite, tu te dis, ah, il y a peut-être un truc à aller chercher. Je sais que par exemple, tu adores Michael Brown Jr., comme moi j'aime beaucoup, qui a un handle de fou. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Bah, le truc, c'est que sur les 2 exemples que tu as dit, Michael Brown et Darius Garland, dans la projection NBA, tu sais qu'il va avoir beaucoup de volume et il va avoir beaucoup la balle en main. Donc en fait, le handle et le body control en général, parce qu'il n'y a pas que le handle sur place, dribble sur place, en fait, on s'en fiche. Mais le fait de pouvoir accéder à toutes les zones du terrain, ballon en main, parce qu'il va avoir beaucoup d'usage, bah en fait, c'est clé parce que ça va lui permettre de développer justement le scoring via le pull-up ou le drive et le passing. Parce que si le joueur n'est pas capable d'aller rapidement sur les zones favorisées pour développer tout ça, en fait, ça sert à rien. T'as beau être un passeur, je prends l'exemple de D'Angelo Russell, par exemple, qui est un passeur vraiment génial, mais c'est un passeur plutôt stationnaire, plutôt statique. On l'a vu faire des passes au Ohio State, pardon, où les passes, mais c'est des bonbons. Mais en fait, c'est pas un joueur qui, en pick and roll, en manipulation de défense, qui est pas aussi poussé que ces joueurs-là, parce que, au niveau du handle et du body control, c'est un joueur qui a plutôt tendance à exploser, c'est un joueur qui, main droite, a plutôt un peu plus de difficultés, c'est un joueur qui va pas vers l'avant dans son dribble, etc. En fait, versus ça, Darius Garland, lui, était capable d'accéder à ces zones et de déployer, du coup, ses atouts, que sont le passing, le drive, le toucher de balle, le tir, etc. Et du coup, quand t'as un package global de créateurs capables d'encaisser autant de volume, le fait qu'il fasse 6-1, 6-2, pour moi, ça a moins d'importance. Évidemment que s'il avait fait 6-5, 6-6, donc plus de 2 mètres, le mec aurait été numéro 1 et c'est un top 5 prospect de la décennie, en fait. Mais la taille m'embêtait moins parce que, en fait, tu sais que tu as trop de volume à pouvoir exploiter. Même si c'est un joueur imparfait comme on le voit aujourd'hui en NBA, en fait, il y a trop de choses. Il y a trop de choses cool. Et je trouve qu'il y a aussi un point qui est assez important sur le handle. Moi, j'en parle souvent, mais qui est vraiment à regarder, je trouve, avec attention. C'est effectivement la capacité à aller dans les zones et la capacité à rester dans les zones. Moi, je trouve notamment les joueurs qui sont capables d'aller à mi-distance et de rester longtemps à mi-distance, de gagner du temps. C'est souvent des zones assez chaotiques, en fait, où la défense surréagit et ça te permet, toi, de faire tes lectures. Et je trouve que les 2 joueurs qui sont les meilleurs aujourd'hui en NBA pour aller dans les zones du mi-distance et y rester, je pourrais même en compter 3 d'ailleurs. C'est Jalen Brunson et Shai Gilgeous-Alexander. Et pour moi, le 3e, c'est Darius Garland, justement, qui est hyper fort pour rester dans la zone du mi-distance, créer un peu de panique et soit faire un flotteur qu'il aime bien faire, soit pouvoir distribuer. Et je trouve que de pouvoir opérer dans cette zone-là, y aller, y rester longtemps, c'est vrai que c'est une qualité qui a vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. Est-ce que toi, tu avais identifié avec lui la dimension sur le passing de peut-être un peu trop de prise de risque, ou est-ce que t'étais assez confiant? Est-ce que là-dessus t'avais vu des choses, toi? C'est pas la prise de risque dans le passing, c'est pas un élément que je sous-valorise énormément, surtout à la fac où, comme dit, en fait, c'est des jeunes joueurs. Des fois, t'as besoin de les contrôler. Et moi, je vais beaucoup plus sanctionner un joueur qui provoque, qui a beaucoup de pertes de balles en raison de son handle plutôt qu'en raison du passing. Parce que, en fait, donner des consignes à un joueur de faire moins ces passes-là, à part si t'es la Bello Ball qui est fou malade, tous les joueurs vont se lisser là-dessus et c'est pas grave. Je préfère un joueur qui prend du risque et qui est capable de les faire, en fait, les passes, qui les voit et qui les fait,
Même si elle est interceptée ou si elle part un peu dans le public, etc. Je vais moins. Bon, évidemment, s'il envoie des cailloux tout le match, c'est moins intéressant. Mais je préfère complètement voir. C'est pour ça qu'il faut pas regarder les highlights en fait. Il faut regarder les matchs. Mais parce que je préfère. Il jouait à Vanderbilt. Il avait pas beaucoup de coéquipiers qui aujourd'hui sont professionnels en fait. Même professionnels en France en fait. Donc le fait est que s'il arrive à créer Pas des d'ailleurs tous les situations. deux. Oui, bah oui. Mais Bon, vu qu'on c'était on, de notre niveau. on a échoué. On a Ouais. échoué. Mais le fait est que je préfère largement que Darius Garland voit ces passes-là et qu'il tente de les faire plutôt qu'il se passe rien en fait. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur le profil ou est-ce qu'on passe un peu à ce que ça a donné, à ce que ça a donné en NBA et du coup comment Non, ça je t'en s'est prie. projeté? Moi, je trouve que sur Darius Garland, tu me dis ce que t'en penses. Moi, je trouve que sa carrière, elle a un peu 3 étapes déjà. Je trouve qu'il a un peu vécu 3 vies dans sa carrière, ce qui est déjà énorme pour un joueur seulement de son âge. Il y en aura peut-être une quatrième aux Clippers. Je trouve qu'il y a un premier temps, ses 3 premières saisons avec une vraie montée en puissance. Et je trouve que sa troisième saison, qui correspond à sa première saison All-Star, est une saison qui est presque une breakout season, quoi, tu vois, où il tourne à 22 points de moyenne, 9 passes, il est 80e percentile à l'efficacité, 88e percentile à l'assist percentage. Il y avait toujours ce problème des pertes de balles, il était 28e percentile au turnover percentage, mais de toute façon, il a gardé ce problème de trop de pertes de balles. Mais moi, je trouve que chez Darius Garland, il faut être mesuré avec ses pertes de balles parce que c'est des passes décisives qui créent énormément de décalage. Donc forcément, dans le volume, il va avoir un peu de pertes de balles. J'ai jamais trouvé que les pertes de balles, en tout cas de Garland, étaient un vrai souci. Tu as cette première phase-là. Ensuite, tu as une phase de descente un peu où le volume a commencé à augmenter. Il a eu du mal à l'assumer. Il y a eu des blessures aussi qui sont venues avec. Et puis, il y a eu une troisième phase avec l'arrivée de Donovan Mitchell où c'est devenu plutôt une seconde option. On a pu revoir ses qualités, notamment de catch and shoot et de joueur soit d'initiation, soit de relais auprès de Donovan Mitchell, qui je trouve moi était quand même assez fonctionnel, malgré tout, avec des problèmes, et on va revenir dessus. Toi, juste avant qu'on aille un peu dans le détail, qu'est-ce que tu penses ça fait quoi? Ça fait 2018, ça fait 8 ans maintenant qu'il est en NBA, Garland, Ouais. déjà? Ouais, il a 26 ans. Oh là 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 là, la Bientôt tempête. 27 là. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la carte Garland pour l'instant jusqu'à présent? Euh, pour moi, son début de carrière, en fait, il est un peu étrange parce que il arrive dans l'équipe avec Colin Sexton. Colin Sexton qui est censé être le porteur de balle de l'ère post-LeBron James. Et en fait, Colin Sexton, c'était un joueur qui sort d'Alabama que j'aimais bien, mais sur lequel j'étais un peu plus mesuré, tout simplement parce que bon bah toutes les qualités, on va dire élites qu'on vient de dire à propos de Garland, le scoring, le pull-up, le passing. Sexton, c'était un joueur qui n'avait pas ça. C'était un joueur qui avait un plancher qui était très intéressant grâce au drive, grâce au volume qu'il était capable d'encaisser et grâce à la défense, grâce à sa hargne, comme on va dire. Mais mine de rien, en fait, c'était un joueur dont le plafond était plus mesuré. Et moi, j'avais souvent la discussion, je me souviens à cette époque avec des potes bon bah ceux qui regardent le basket d'un peu moins près, bon bah Colin Sexton, c'est un joueur qui a de la hargne, comme c'est un combattant. Donc du coup, les gens adoraient Colin Sexton et puis ils produisaient des stats, etc. Sauf qu'en fait, dans le profil pur du joueur, moi, je suis toujours team Darius Garland parce que le plafond est grâce au pull-up et au passing est immense. Et du coup, je trouve que son début de carrière, il est très intéressant parce que la première saison, il a 21% d'usage, il est très peu efficace, tout simplement parce qu'il partage le ballon avec un porteur de balle qui est immensément imparfait, qui est Colin Sexton. Et puis, comme on le dit tout le temps, les porteurs de balles de 18 ans, c'est pas efficace. C'est tout à fait normal. Il est même pas à un point à partir sur sa première saison. Donc, il est 18e centime, c'est vraiment pas bon. Par contre, bah voilà, le volume y est. Tu commences à avoir des pull-ups, le passing y est, sauf que tu vois que l'équipe, elle est pas correctement tournée autour de lui. Et du coup, sa carrière, elle commence un peu, comme tu l'as dit, la première partie de sa carrière, elle est vraiment cool parce que sans Sexton, il commence à s'affirmer. Et du coup, tu commences à vraiment voir le petit génie de pick and roll, le petit génie de scoring qui commence vraiment à s'affirmer. Et bon, bah, en fait, en 3 saisons, tu passes à 0,99 de points par tir. 3 saisons après, t'es à 1,16. C'est énorme, en fait, la différence. T'es dans le 80e centile pour un porteur de balle de 20 ans. Ça commence et du coup, là, il y a tout le monde qui s'excite un peu parce que, en fait, Darius Garland serait-il le nouveau porteur de balle élite de NBA? Bon, bah, il y a des problèmes, évidemment. La défense, la taille, tout ça fait que, et puis, au bout d'un moment, il a trop de limites physiques dans le drive et dans la percussion pour vraiment être ce chez Gilgeous-Alexander ou ce Luka Doncic, quoi. Mais la deuxième partie de carrière, comme t'as dit, moi je lui reproche pas parce qu'en fait il enchaîne une blessure à la mâchoire. Et puis il y a des docteurs qui montrent que la mâchoire elle est hyper reliée dans le tir et du coup bah il met plus dedans. Ok. Je suis pas docteur, je relais Ok. simplement les dires. Doc Flo. Mais
Non, non, ouais, il y a des études qui ont montré que la manipulation, enfin, ton aptitude à gérer ta mâchoire et ta tête fait que t'es en déséquilibre. Bon, bah, pour un tireur, surtout en pull-up, fait que forcément, il a vraiment pas été bon pendant 1 an, 2 ans. Et en fait, sa troisième partie de saison, de carrière, pardon, ce qui est trop cool, c'est que tu trouves un nouveau joueur qui, pour moi, pour moi, c'est peut-être le joueur le plus fort de. Est-ce que c'est pas le meilleur créateur secondaire, joueur off-ball de NBA? Parce qu'en fait, il est capable d'assumer énormément d'usages balle en main, mais off-ball, c'est un magnifique joueur. Si Cleveland ne veut pas se séparer du duo Mitchell-Garland, parce que c'est peut-être le meilleur joueur à potentiellement associer, peut-être avec Kyrie. Je suis dur, Kyrie Irving est quand même élite là-dedans, mais en fait, tu te retrouves avec des joueurs qui sont immensément forts, autant on-ball que off-ball. Je mets la défense à part, évidemment. Mais voilà, ces joueurs-là, Quickley, Kyrie Irving, Darius Garland, c'est hyper précieux, en fait, parce qu'à côté d'un porteur de balle, ce joueur-là est parfait. Et du coup, bon, bah, t'as toujours du passing, t'as toujours le pull-up, t'as le joueur off-ball qui peut être associé à Donovan Mitchell. Donc, je trouve que sa carrière est vraiment très, très intéressante, hein. Bah, t'as Steph Curry peut-être qui peut être Mm. encore Ouais, mais bon. au-dessus là-dessus. Mais c'est vrai que, par exemple, si tu compares à Trae Young, dont on parlait avant, Trae Young n'a pas réussi à faire cette transition. Et c'est difficile de savoir, en fait, si un joueur est capable de faire cette transition. Et pour autant, c'est une transition qui peut être essentielle dans le développement d'une équipe parce que parfois, trouver le numéro 2 qui est capable à la fois d'être un relais à la création et de jouer sans ballon, ça peut être long et dur. À trouver. Effectivement, avec Garland, pour le coup, les Cavs avaient réussi à le trouver. En tout cas, oui, sur la partie offensive, c'est sûr que l'association avec Mitchell fonctionnait bien. Je pense que d'ailleurs, les Cavs s'en séparent. Peut-être la seule chose qui manquait, c'est, je trouve qu'il y a Austin Reeves aussi quand même qui est vraiment fort là-dedans. Mais ils s'en séparent parce que le jeu en isolation est un peu trop faible au cumulé de Mitchell et de Garland. Et ils avaient besoin d'un joueur d'ISO pour le switch. C'est pour ça qu'ils vont chercher James Harden. Peut-être la première question que je peux te poser, c'est sur l'équilibre création balle perdue. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette partie-là de Darius Garland? Moi, vraiment, tu vois, sur sa première partie de carrière, c'était l'élément qui me faisait cliquer à fond, quoi. C'était le passing. Je trouvais, en fait, c'est assez compliqué de juger les passes décisives parce que sur les passes décisives, tu as plein de choses. Tu as les passes décisives qui sont, en fait, des relais dans le jeu. Tu as les passes décisives qui, en fait, sont plus liées à ce que va faire le joueur qui réceptionne la passe. Par exemple, vous regardez l'assist percentage de Curry en carrière, il va être super haut, mais en fait, auquel panier il est assisté, mais c'est son déplacement sans ballon qui crée le panier. Donc, par exemple, la passe de Draymond, la difficulté, elle est pas énorme. Et ensuite, tu as les vraies bases de décalage et de manipulation de défense, dans lesquelles, par exemple, Jokic ou les Browns sont assez impressionnants, mais qui sont généralement un petit 20%, 30% de ce qui reste. Moi, je trouvais qu'avec Garland, c'était énorme, la partie vraiment d'assist par pure création. Et donc, il y avait des balles perdues. Est-ce que toi, t'es comme moi? Moi, j'étais pas trop gêné par cette dimension balles perdues. Et finalement, le profil de création qu'on avait, bah, je le trouvais vraiment là, quoi. Bah, c'est ça, c'est que je pense que comme on a dit, ce qui peut-être l'empêche de passer le cap ultime, ce serait les paires de balles sont sûrement un des éléments. Malgré tout, comme tu l'as dit, pour moi, c'est un des créateurs de décalage les plus forts de NBA dans le top 5, dans le top 10 des plus gros créateurs de décalage. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il est capable également d'en créer à la façon de Curry et de Kyrie, un peu off-ball, quoi. Il est tout le temps en train de créer des décalages. Sa présence, elle est hyper importante sur le parquet. Il a toujours eu des offensive ratings qui étaient complètement fous. Du coup, pour moi, c'est moins un élément grave, on va dire, de son profil. Malgré tout, oui, la défense, les paires de balles et la fiabilité physique dans le drive, sa capacité, enfin, sa tendance à un peu exploser dans le drive, bah, par rapport à son petit physique, fait que ce sont des, des limites de son profil, mais qu'on avait vu venir, et c'est pour ça qu'il n'était pas numéro 1 de la classe, quoi. Mais c'était des trucs, pour moi, qui n'étaient pas un problème à l'époque, et qui ont fait que c'est des mini problèmes aujourd'hui, mais ça reste un top joueur NBA, quoi. C'est vrai que je trouve que sur ces profils-là, il faut avoir aussi de l'attention sur la capacité réelle du drive, qui est quand même assez importante. Kyrie, par exemple, et peut-être et Curry aussi. D'ailleurs, le prime de Curry sont là-dedans. C'est des joueurs qui dans le drive étaient vraiment exceptionnels. À l'inverse, on reprend nos trois joueurs, Trae Young, qui est sans doute le meilleur des trois, LaMelo et Darius Garland sont des joueurs un peu plus limités dans le drive. Bon, moi, je trouve que LaMelo, il y a un énorme problème de souplesse quand il arrive dans le drive, qui fait qu'il est que dans l'évitement, mais que dans son évitement, il n'arrive pas à avoir le toucher qu'il faut. Je trouve vraiment que LaMelo, c'est un driver catastrophique. Trae Young, c'est sans doute celui qui arrive le plus à se faufiler, qui a le meilleur toucher au cercle. Et Darius Garland, le problème, c'est qu'il est vraiment très frais, il est très dans l'évitement, et en fait, une fois qu'il sort son flotteur, bah, il y a plus grand chose pour terminer ses drives, et c'est vrai que c'est un peu un souci. Le problème qu'on a eu avec Garland, c'est vraiment le moment où il a fallu augmenter le volume.
Et du coup, je trouve que ça pose la question sur ce genre de profil du physique. On en a parlé, mais je pense que ça peut être intéressant d'entrer un peu dedans. Sur le physique, tu as effectivement la capacité à rester viable, à être blessé, pas te blesser. Mais moi, j'ai toujours eu un problème avec Garland, c'est l'incapacité à assumer un énorme volume. Alors que c'est typiquement le genre de joueur, un peu comme Trae Young, dont tu aimerais qu'il ait un énorme volume. Alors après, avec Trae Young, le problème, c'est qu'il en a presque un trop grand et que du coup, il n'arrive pas à avoir un autre rôle et que ça le limite aussi. C'est vrai que je trouve que l'association avec Mitchell lui a fait du bien parce que ça lui a permis de lui enlever cette pression d'être le premier initiateur et presque initiateur unique de l'équipe. Mais je trouve quand même que ces profils-là sont intéressants à partir du moment où ils sont en capacité d'avoir un volume monumental. Parce que de toute façon, la défense sera toujours un problème. Donc il faudra à côté un joueur sur la ligne arrière qui est capable d'assumer défensivement. Et si déjà sur un profil comme Garland, tu es sur du 40-45 millions, bon, avoir un joueur qui est une première option, qui peut assumer aussi du volume défensif, bah, c'était tout de suite sur un autre contrat max. En fait, ça te fait vite un backcourt de contrat max, ce qui est un peu problématique. Tu vois, c'est là-dessus, moi, j'ai eu un souci avec Garland, et c'est là où moi, je suis un peu sorti du train à un moment donné. C'est que je trouvais qu'il avait vraiment du mal à assumer ce volume supplémentaire, quoi. Bah, pour le coup, je suis d'accord avec toi, le fait est que il est pas capable d'assumer un volume d'usage de 33, 34, 35% à la manière des plus grands joueurs. Mais en fait, comme dit, ces joueurs-là, c'est l'élite de l'élite de l'élite, quoi. C'est des Cade, c'est des Lucas, c'est des Shea. Et du coup, en fait, c'est tout de suite plus compliqué d'appartenir à cette classe racée de seniors de la planète basket, quoi. Je pense qu'il est juste en dessous, mais que c'est pas si grave en soi parce qu'il a cette capacité justement à jouer à côté d'un autre porteur de balle. Et en fait, dans cette catégorie en dessous, et même pour ces joueurs-là, quand tu prends Luka qui va jusqu'en finale, et ben t'as Curry à côté. Quand tu prends Steph Curry, t'as toujours eu Draymond Green à côté. T'as toujours eu des créateurs en fait. Et je pense que dans le basket moderne, enfin moderne, ça veut rien dire, mais depuis des années, avoir un seul porteur de balle à 35% d'usage, ça n'existe pas et c'est pas censé exister, tu vois? Et ça ne marche pas et du coup, Darius Garland, il a toujours été, à part ces 2 premières années quoi, mais il a toujours été dans cette équipe de Cleveland qui est performante et qui a des résultats et pour moi, c'est hyper intéressant parce que ça a montré il a réussi à montrer que, il lui fallait un autre créateur à côté de lui et tu vois, on parle de Mitchell, mais tu vois, si jamais il était tombé dans l'équipe avec, Jason Tatum en fait et ben, en fait, tu aurais eu un joueur qui ça se trouve, qui aujourd'hui aurait 3 bagues, qui serait All NBA 3e team. Et pour moi, il y a vraiment un concours de circonstances qui ont fait que, bon bah d'accord, il est pas capable d'assumer autant de responsabilités de Luka Doncic. Est-ce qu'on va vraiment lui jeter la pierre, tu vois? Et c'est pour ça que évidemment que le profil est plafonné, mais le profil est plafonné pour un top 25 mondial quoi. Bah ouais, il appartient pas au top 20, mais il appartient au top 30 quoi. Et c'est quand même hyper cool. Et malgré toutes les, tu vois, sur l'exercice d'aujourd'hui, malgré toutes les limites qu'il pouvait y avoir à l'ancienne, et ben en fait, il fallait se faire confiance par rapport à ce que tu pouvais projeter. Et là-dessus, je suis plutôt content parce que c'est un des éléments sur lesquels il fallait vraiment rester solide malgré toutes les critiques qui certaines se sont vérifiées en NBA, mais qui en font tout de même un joueur élite de cette planète, quoi. Effectivement, je regardais là sur la polyvalence des rôles. 2022-2023, il a 44% en catch and shoot à 3 points. 2025-2026, il est à 40%, un peu plus de 40% à 3 points. C'est vraiment ça l'élément qui a permis de décanter le reste. C'est des profils qui disparaissent un peu quand même, hein, ces profils de petits meneurs. Tu vois, le dernier que j'ai en tête qui a été drafté comme ça, c'est Rob Dillingham. Tu vois, sur des profils qui ont vraiment pas trop de drive, mais qui sont sur du pull-up, pour le coup, ça a pas marché. Et bon, on verra si au Bulls ça finit par marcher, mais pour le coup, ça a pas trop marché. C'est quoi, toi, les enseignements de scout que tu as de ton expérience avec Darius Garland? Bah, comme dit, en fait, première partie, multiplier les contextes, parce que étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de contexte à Vanderbilt. Deuxième partie, c'est vraiment faire confiance à ce que tu as pu voir et ce que tu peux vraiment apprécier chez un joueur, le passing, le drive, le pull-up, etc. Malgré le fait que oui, bah il est petit, oui, il a pas joué beaucoup de matchs. En fait, tu trouveras toujours des éléments et les gens trouveront toujours des éléments différenciants et qui vont fusiller un joueur. Mais si tu arrives à vraiment comprendre pourquoi est-ce que ce joueur-là est intéressant, tu peux l'emmener en NBA, tu peux l'emmener loin en NBA. Et ça, pour moi, c'est hyper intéressant. Voilà un peu c'est les éléments que moi je voulais garder en tête. C'est que ça va dépendre de tellement de contextes différents. Après, il est tombé avec Sexton. Qu'est-ce qui se passe s'il tombe avec Tatum? Qu'est-ce qui se passe s'il tombe dans le Sacramento complètement ouvert en deux? Ça se trouve, il n'existe pas, tu vois. Donc, il faut toujours garder en tête les. J'aime pas dire le mot flash parce que c'est pas juste, mais les choses que tu peux véritablement aimer. Et si tu arrives à vraiment mettre
à la lumière les éléments différenciants de ce joueur-là et sur lesquels ils vont réussir à performer. Parce que si tu connais pas ta NBA, en fait, ça sert à rien. La NBA 2018, c'est une NBA où tu as besoin d'un créateur balle en main avec du passing qui est capable de faire du pull-up. Bon, bah voilà, Darius Garland appartient à cette NBA-là. Darius Garland, en 1995, il est pas drafté. Et c'est normal parce qu'il peut pas jouer. Et du coup, pour moi, si tu arrives à vraiment trouver des éléments différenciants d'un joueur et que tu arrives à les exploiter en NBA, c'est ça que je retiendrai un peu de cette leçon de 2019 parce que Darius Garland était l'épiphénomène de ce type de joueur. Et ce qui est intéressant, c'est que tu mets en exergue un point important qui est le point le plus difficile. C'est que des joueurs, ils ont une carrière de 10 ans. Et le plus dur, c'est de savoir à quoi va ressembler la NBA dans 10 ans et quelles vont être les attentes dans 10 ans. Et ça, c'est déterminant pour comprendre la réussite d'un joueur. Il y a des joueurs, tu vois, je pense par exemple à PJ Tucker. PJ Tucker, il devient PJ Tucker parce qu'en fait, il est le bon profil 10 ans après sa draft, en fait, par rapport à la NBA de ce moment-là. Et ça, c'est vraiment l'élément qui est le plus dur, en fait, à anticiper. Et qui est pour le coup est vraiment assez difficile. On termine avec pour Darius Garland avec un petit tu préfères. Tu me dis lequel tu préfères. On parle bien du prospect quand tu as scouté, c'est plus en détente. Hein. Tu préférais le prospect Darius Garland ou Colin Sexton? J'allais dire prospect ou joueur, mais en fait c'est pareil. Darius Garland. L'idée c'est plutôt prospect. Si tu peux pas, on Ouais. dit les premières années. Le prospect Darius Garland ou Trae Young? Trae Young, je pense. Ouais, pourquoi tu préférais Trae Young? Parce que ce qu'on vient de dire en fait, Le la volume. capacité à assumer un volume délirant à Oklahoma, c'est quand même assez exceptionnel. Et les promesses de tir étaient vraiment top aussi. Le passing, en fait, j'adore le joueur. Même aujourd'hui, j'adore le joueur Trae Young. Je trouve que c'est peut-être le joueur le plus sous-estimé de la ligue, alors qu'il est cité dans les pires contrats et les trucs les plus les joueurs les plus surestimés. Moi, j'adore le joueur qui est Trae Young, quoi. Il y avait une audace chez Trae Young qui était assez dingue chez le profil. Vraiment peur de rien. Il y avait un peu un truc de ok, il faut pull up tout le temps, bah je vais pull up tout le temps. Ouais. C'est ça la méta, je vais le faire tout le temps et avec du passing qui était dingue. Tu préférais le prospect Darius Garland ou Shai Gilgeous-Alexander? Ah, Darius Garland. Le prospect chez Alexander, il est très limité, hein. Donc le joueur évidemment c'est différent, mais il y avait plein de choses à aimer et je pense qu'il y a plein de joueurs qui se sont trompés sur Shai Gilgeous-Alexander et je pense que j'en faisais partie. Mais non, Darius Garland, Et le dernier, Darius Garland ou LaMelo Ball? LaMelo Ball, assez LaMelo difficilement. Ball, c'était un truc de dingue, hein, le Ouais, prof. LaMelo Ball, je pense que moi je l'avais numéro 2 de mon board, mais je me souviens que j'en avais parlé avec Alan, qui est maintenant aux États-Unis et LaMelo Ball était également très très haut dans son board et c'est un joueur magnifique, LaMelo Ball. C'est un joueur magnifique, Allez, parfait, on clôture là-dessus sur Darius Garland. Je te propose qu'on passe au deuxième joueur. carrément. On passe à Jaylen Brown, ça te va si on passe sur Jaylen Brown? Alors, pour Jaylen Brown, pour le coup, j'ai pas pu vous faire un petit récap d'envergure, parce qu'envergure n'existait pas à l'époque de la draft de Jaylen Brown, et du coup, je suis allé sur NBADraft.net. Bon, c'est pas le mieux de tous, mais il y a quand même un peu de scouting report, ça permet quand même d'avoir un petit peu d'idées. Et pour le coup, je trouve que leur scouting report est pas inintéressant. En gros, ce qui est mis en avant dans les forces chez Jaylen Brown, c'est son profil physique et sa longueur. Il y a sa capacité à scorer en transition, qui pour le coup est sans doute ce qui s'est le mieux transposé en NBA chez Jaylen Brown, qui est un excellent joueur de transition. Un joueur qui était assez attiré par le contact et donc capable d'aller chercher des fautes. Ils décrivent un shooting qui est en progression, qui est encore un peu rustre, mais qui est en progression. Et la défense sur l'homme, qui est le mythe éternel sur Jaylen Brown, qui est intéressante. Mais tu vois, sur les faiblesses, ils étaient pas si mal, parce que déjà sur les forces, je les trouve pas si mal quand même. Finalement, t'es pas si loin que ça du profil qui est devenu Jaylen Brown. Sur les faiblesses qu'ils décrivent, c'est une sélection de tirs qui va pas, avec trop de pull-up qui sont pris, trop de pertes de balles, des problèmes de perte de concentration des deux côtés du terrain, pas trop fort en isolation, ça pour le coup ça a plutôt changé, et fait trop de fautes et perd trop de ballons. Tu vois, j'étais amusé parce que je trouvais que franchement pour un scouting, quand tu prends Jaylen Brown 10 ans plus tard, bon, franchement, c'est pas si mal, quoi. Ils sont pas non plus tombés si loin que ça de ce qu'a fini par être Jaylen Brown. Mais juste, ce qu'il faut avoir en tête, j'ai plus en tête la fac de Jaylen Brown. Il était dans quelle fac? Californien. California. Ce qu'il faut avoir en tête avec Jaylen Brown, c'est qu'on était vraiment sur un prospect, c'est-à-dire un joueur extrêmement brut autour duquel il fallait à peu près tout développer et il fallait avoir un peu la vision pour le coup sur Jaylen Brown, qui arrive en plus dans une ère qui est l'ère, on va dire, post-Kawhi, qui est une ère où on cherche beaucoup son Kawhi quand même. Ce qui, je pense, pour le coup, l'a aidé parce que le profil physique ressemble beaucoup à Kawhi et même le profil de joueur ressemble beaucoup à Kawhi. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Flo, sur le prospect qui était Jaylen Brown? Je voulais vraiment prendre Jaylen Brown sur cet exercice parce que
Et ce qui est étrange hein, de ma part, et je vais être très honnête, je l'avais pas scouté. Comme dit, moi j'ai commencé véritablement à classer des joueurs et à regarder un peu plus en profondeur, pour tout vous dire, grâce à Markel Fultz en 2017. Donc la draft juste avant, c'est Jalen Brown, c'est 2016. Donc moi je l'avais pas scouté de près. Malgré tout, ce qui est très intéressant dans l'exercice avec Jalen Brown, c'est que il appartient tu l'as dit, à ce phénomène qu'il faut trouver Kawhi, il faut trouver son ailier physique, mais chez qui il faut apprendre le basket. Je vais dire. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que Jalen Brown, il y a ce qu'on appelle le théorème du survivant. Le théorème du survivant, c'est un principe sociologique qui vise à dire que bon bah le théorème du survivant, c'est s'il y a un accident d'avion, je le fais en rapide, il y a un accident d'avion, bah lui il a survécu, on peut survivre d'un accident en avion. Oui bah sauf que t'as tous les autres qui sont morts quoi. Moi je pense que s'il y a des sociologues qui nous écoutent, ils vont m'insulter, mais c'est à peu près ça. Et du coup en fait le théorème du survivant chez les Moi, j'ai le même, mais pour les bugs dans les jeux vidéo. ouais voilà C'est c'est tout le monde a un bug, moi j'ai pas de bug, bah y a pas de bug. ouais voilà Il y a sauf personne de mise à que jour. C'est un peu ça, quoi. c'est des Ouais. principes qui marchent pas en sociologie parce que tu peux pas isoler une individualité. Et du coup, parmi la masse. Et du coup, bah, en fait, les ailiers en NBA, ça correspond tout à fait à ça parce que le nombre de joueurs qui se sont fait drafter en tant qu'ailier sur lesquels il y a des profils physico-athlétiques hyper intéressants et tu vas leur apprendre à jouer au basket, il y en a 10 par draft. Il y en a toujours un ou deux dans le top 10, tu sais. Et Jalen Brown, c'est celui qui a réussi. Qui a réussi, je vais mettre des gros guillemets, je suis pas le plus grand fan de Jalen Brown. Non mais bon, enfin c'est quand même un MVP des voilà. finales, top 5 MVP une année, Voilà, ça reste un top c'est un joueur de 15, volume, c'est pas un joueur top d'efficacité, mais c'est 15-20. un joueur important quand même. Ouais, voilà, ça reste un top Ouais. 15-20 NBA assez facile. Donc, c'est quand même intéressant. Et pourquoi est-ce que je l'ai pris? Parce que ouais, donc, c'est un lycéen qui est élite. Il est cinquième de sa classe de draft. Il va dans une fac assez moyenne, California. Il y est allé pour on va dire, des résultats. Comment dire c'était une bonne fac au niveau académique, pardon. Il Mais faut rappeler juste que Jalen Brown était présenté un peu comme le cerveau des joueurs NBA. c'est ça. Hein, et il avait un cursus universitaire assez prometteur, mais je veux dire scolairement quoi. Mm. Et il va clairement à California pour des ambitions intellectuelles. C'est une fac, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est beaucoup dans les ingénieurs, etc. Donc lui, il a vraiment des très bons résultats à l'école. Donc voilà, il va à California également pour ça. California, c'est quand même une fac assez moyenne au niveau NCAA basketball. Et c'est un monstre athlétique, mais il a des red flags ambulants. Il y en a partout en fait. Il sait pas jouer au basket. Et enfin, je le dis un peu de façon un peu rustre, mais c'est l'exemple parfait du potentiel à qui il faut apprendre justement à jouer au basket. Et pourtant, il y a quand même pas mal de trucs il est intéressant au niveau high school, cinquième lycéen du pays. Il est Georgia Mister Basketball avant de rentrer à la fac. Il est au McDonald's All-American également. Il est dans la Team USA U18 par rapport à Darius Garland. Lui, il a un passif chez Team USA. Et du coup, même à California, il va à California, il tourne à 14 points, 5 rebonds de passe. Mais en fait, les red flags au niveau du jeu, ils sont partout. Certes, c'est un joueur de volume, il a beaucoup d'usage, mais il a 29% à 3 points, 65% au lancer franc. Tu vois déjà que le toucher de balle, il est très limité, autant dans les pourcentages que dans l'eye test et dans le visuel. Tu le vois envoyer des parpaings, tu vois que son geste de tir est vraiment pas fixé. Tu vois qu'au cercle, il finit extrêmement mal. J'ai pas pris la stat de finition au cercle, mais elle était vraiment pas bonne. Il a 51% de true shooting. Pour un joueur qui a beaucoup de volume et qui est censé dominer physiquement, Ouais, c'est pas bah normal. c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et du coup, au niveau des red flags, il y a le toucher de balle, le passing inexistant. Il a 15% d'assist. Tu te dis, ah, il y a un truc à gratter. 17% de turnover. Le ratio de playmaking, il est horrible. Le tir, il est cata. Autant en termes de pourcentage qu'en termes de visuel, tout est cassé. Le coude part vraiment sur la droite. Il saute trop haut. Enfin, il y a trop de choses cassées dans son scouting report. Et la défense, tu dis, ok, c'est un phénomène athlétique, c'est un phénomène physique. Il y a des trucs intéressants. 1,7% de steal percentage, 2% de block percentage. Tu commences à avoir des trucs intéressants. Parce qu'en fait, quand tu regardes on ball, c'est à peu près viable. Defensive ball, tu vois des trucs déjà, mais tu ne comprends pas ce qu'il fait sur un terrain en défense. Bon, lui, de toute façon, il comprend pas. Et du coup, il y a vraiment un red flag ambulant. Moi, je pense que, en tant que débutant et amateur dans le scouting en 2016, bon après, j'étais encore jeune, mais je l'aurais eu très très haut. Parce que les highlights sont géniaux, tu vois. Sauf qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, en 2026, je l'ai 15e. C'est catastrophique, je pense. Et du coup, je trouve que l'exercice est hyper intéressant avec John Morant. Et sur la dimension physique, tu vois, s'il faut le mettre dans un tiers sur le profil de joueur NCAA, c'est quoi? C'est tiers Anthony Edwards? On n'est pas non plus à ce niveau-là. À quel point il était fort physiquement?
Ah, physiquement, je pense qu'on n'est pas dans le tiers élite du type Zion Williamson, Amen Thompson, mais on est juste en dessous avec les Anthony Edwards, par exemple. Parce que il est athlétique déjà, il est long, mais il est puissant. Il a un coffre pour un jeune homme de 18 ans qui n'est pas normal. C'est un mec à 15 ans, je pense qu'il avait à 12 ans, il avait ma masse musculaire de moi aujourd'hui. Ça n'a aucun sens ce mec. Et du coup, ouais, t'as le profil physico-athlétique est trop excitant parce qu'il y a tout à construire en fait. Il a autant le gab que la longueur, que les mains mais le problème c'est qu'il sait pas jouer au basket. Qui est resté d'ailleurs sa principale force quand même. Sa Mm. force, moi je trouve que Jaylen Brown, c'est son principal atout, c'est sa force. Anthony Edwards est un athlète plus polyvalent d'ailleurs qu'Edwards. C'est-à-dire qu'il a un gros premier pas, il a de la souplesse, il a un peu moins de force, je pense. Mais Jaylen Brown aujourd'hui, dans les Puissance. ailiers, il y a quand même pas beaucoup d'ailiers qui sont capables de le tenir sur la puissance. C'est vraiment un bœuf. Effectivement. Du coup, moi, il y a une question que je me posais avec Jaylen Brown, mais peut-être pour que tu puisses aider les gens qui veulent scouter à scouter de manière plus large, c'est comment tu arrives à extrapoler l'IQ? C'est-à-dire, tu vois alors déjà, c'est pas simple à voir, faut quand même voir beaucoup de répétitions, moi, je trouve, pour se rendre compte que l'IQ est limité. C'est-à-dire, c'est 3-4 matchs, ça peut suffire, mais parfois, c'est pas assez, quoi. Il en faut beaucoup. Mais comment tu arrives à extrapoler ce que tu vois sur l'IQ, sachant que tu peux aussi avoir un truc qui est l'importance du système de jeu, l'importance des coéquipiers. Enfin, je trouve que c'est pas un truc si simple que ça. Bah, moi je suis d'accord avec toi. Le fait est que au niveau IQ basket, il y avait trop de choses à construire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je l'aurais très très bas parce que bah c'est exactement ça quoi. Il partait trop loin au niveau compréhension basket, autant offensif que défensif. On va parler de la défense of ball. L'énorme problème de Jalen Brown, malgré le fait que je pense qu'il est très intelligent, c'est je pense qu'il a une logique basket qui n'est pas. Putain, je suis en train de le massacrer, je le connais pas, mais il a une logique basket sur le terrain qui est peu intéressante et qui est peu développée. Je pense que c'est pas une question d'intelligence, c'est qu'il est auto-centré sur lui-même sur beaucoup d'actions et du coup il manque énormément de rotation, il manque énormément de système défensif, il comprend pas vraiment et c'est pour ça que bon les personnes qui le mettent dans une hall défensive etc pour moi c'est pas du tout viable et c'est pas le justifié. Mais et même offensivement bon bah 17% de turnover percentage parce que il voit pas les passes et certes il a un handle qui était à l'époque catastrophique mais surtout qu'il a jamais vraiment vu il a jamais eu vraiment ce mapping terrain comme peut l'avoir Darius Garland par exemple, où malgré sa taille et malgré sa longueur, il voit pas le basket assez pour appartenir. Il voit mieux le basket que moi, mais il voit pas assez bien le basket pour appartenir à cette classe supérieure. Et comme tu l'as dit, en fait, le QI basket, ça veut tout et rien dire, mais ce qu'on appelle le QI basket, il se voyait déjà un peu à l'époque de bon bah c'est pas très développé chez Jalen Brown et ça va poser problème à un moment donné quoi. Je trouve que ce qui est intéressant sur cette partie plutôt IQ, c'est d'essayer de regarder aussi depuis combien de temps le joueur joue. C'est con, mais tu vois, tu as dit Jaylen Brown, il était dans les équipes de Team USA de jeunes, donc tu sais qu'il y a de l'antériorité. C'est pas comme Joel Embiid qui commence le basket il commence Exactement. à quel âge Joel Embiid à 16 ans, je crois, ou à Mm. 17 ans. Non, peut-être pas 17 ans, j'abuse, mais Il a peut-être commencé à 15 16 ans. ans. C'est à 16 ans 16 et ans. 17 ans, il arrive autour de 17 ans, il arrive aux States. Donc, il n'y a pas un IQ extraordinaire. Moi, je trouve qu'au final, Joel Embiid est quand même un joueur qui s'est révélé avoir un bon IQ. Il y a des défauts, mais que je pense sont plus mécaniques dans les choix que de vision. Il a plutôt une bonne vision, mais voilà, t'as que 2 ans de basket au moment où il arrive. Donc, tu sais que le joueur est pas très mûr d'un point de vue basket. Dans le cas de Jaylen Brown, il jouait depuis un petit moment, donc normalement, il doit déjà être capable de processer assez rapidement dans son cas à lui. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur le prospect qu'était Jaylen Brown? Non, pas plus. Tu vois, je pense que il y avait vraiment un côté, le phénomène physico-athlétique était trop excitant pour qu'une franchise ait confiance dans le fait de le développer. Et on le voit tous les ans, les franchises ont confiance dans leur statut de développement et du coup, il n'y avait pas un monde dans lequel Jalen Brown tombait en dehors du top 5-6, quoi. Mais on va y revenir, il y a beaucoup de ce même profil qui ont échoué, quoi. On passe un peu à la transposition NBA. Qu'est-ce que ça a donné en NBA côté Jaylen Brown? Alors, comme il était dit que son premier point fort, c'était la transition, je suis quand même allé regarder un peu ce que donne Jaylen Brown en transition. Sache, Flo, que je me suis rendu compte il y a peu qu'en fait, il y avait un secteur où Jaylen Brown était quand même proche d'être pas élite, mais qui était vraiment très fort. En fait, c'est la transition. Et que quand on cherche un peu les points sur lesquels Jaylen Brown, en fait, est efficace, parfois on a un peu du mal à les trouver. Et c'est vrai qu'il y a la transition. Jaylen Brown, en fait, est un énorme générateur de transition. C'est pas le joueur le plus efficace au monde en transition, mais c'est un énorme générateur de transition. Cette saison, c'était le 2e joueur qui générait le plus de transition. La saison dernière, c'était le 3e et la saison d'avant, c'était le 4e.
Et donc, c'est vrai que c'est quand même un point qui est assez fort chez lui, avec une efficacité qui, pour cette saison, par exemple, était assez faible. 1, non, je vais faire le sens. Il était 48e pourcentile. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous êtes 48e pourcentile en transition, ben vous êtes à 1,13 points par possession. C'est comme c'est le play le plus efficace du basket. Vous avez beau ne pas être le plus efficace, si vous en générez énormément, bah pour le coup, c'est rentable. En 2003-2024, il était 1,18, 60e pourcentile, et quand même en 2022-2023, l'année où Boston est champion, c'est le 4e plus gros générateur de transition à 1,25 points par possession, 80e pourcentile. Donc c'est vrai que pour le coup, la dimension force sur la transition, c'est confirmé. Et c'est vrai que c'est beaucoup lié, tu vois. Tu peux avoir des joueurs alors qui sont bien plus forts que lui, mais comme LeBron, qui sont en plus d'être des surathlètes, qui sont capables de processer sur la transition et donc une qualité de choix qui est exceptionnelle. C'est moins le cas de Jaylen Brown, mais je trouve qu'il a deux choses qui sont vraiment pas mal. C'est il a une capacité à accélérer quand même sur la transition, à se projeter qui est cool pour sa force. Et je trouve qu'il a une capacité aussi, tu vois, en prenant le rebond, d'aller jusqu'au bout de son idée et d'aller jusqu'au bout de la transition, qui lui donne pas mal de valeur en transition. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'offensivement, c'est sa principale force quand même aujourd'hui, Jaylen Brown? Ça l'a toujours été, comme tu l'as dit, en fait, la capacité d'utiliser sa puissance, sa longueur. Bon, bah, il l'avait déjà avec Team USA en U18. U18 qui est souvent les compétitions U16, U17, U18 de Team USA. Bon, bah, ils mettent des pressions tout terrain, ils récupèrent énormément de ballons et ils courent derrière. Jaylen Brown se moulait parfaitement là-dedans. Et il était même excellent. Et même à la fac, en fait, bon, ben, même s'il avait que 18 ans, ce profil physico-athlétique de surpuissance, il l'avait totalement. Et du coup, tous ces défauts de handle et de toucher de balle vont être gommés à partir du moment où tu arrives à courir et à finir fort dans le cercle. Ça, c'est évident et ça, c'est confirmé en NBA parce que ça reste un top tier au niveau de l'athlétisme. Donc moi, là-dessus, je pense que personne, et même si tu prends tous les profils de d'ailiers qui n'ont pas pété autant que Jaylen Brown, bon bah même ils avaient des chiffres de transition qui restaient assez intéressants. C'est les profils qui vont performer en transition, ça y a pas de problème. Il y a un deuxième point. D'ailleurs, je trouve que, enfin, juste pour ajouter sur le profil athlétique, ce qui est marrant, je trouve, avec Jaylen Brown, c'est que c'est un énorme starter. Alors, c'est moins vu cette année parce que Jason Tatum n'était pas là et que du coup, Jaylen Brown avait un impact un peu plus tout au long du match. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un très bon joueur de premier carton. Et c'est souvent lui qui, d'ailleurs, lançait les Celtics, que ce soit l'année où ils sont champions, même les années d'avant. J'ai toujours trouvé que c'était une capacité assez forte chez lui. Le deuxième point qui était évoqué comme un point faible pour le coup par NBA Draft, c'était la partie isolation. Cette saison, à ton avis, Jaylen Brown, c'est le combienième joueur qui prend le plus d'ISO de la ligue? Wow. Quatrième, troisième. C'est pas loin, c'est le 3e joueur qui jouait le plus d'isolation de toute la ligue. Non, attends, petite erreur, non, pardon, c'était le 5e cette saison, je dis une bêtise. Mais il était quand même 76e pourcentile cette saison, donc quand même, quand on est un aussi gros volume d'isolation et qu'on arrive quand même à être un peu efficace, en tout cas à limiter la casse sur l'efficacité, bah, c'est intéressant, d'autant que l'isolation, c'est un play qui a beaucoup d'importance, que c'est un peu un play mort, et si tu arrives à scorer un peu sur ces plays morts, bah, c'est intéressant, ça débloque du jeu. T'en penses quoi, toi, du jeu en isolation de Jaylen Brown? Bah, moi, enfin, en termes de prospect, c'est, on va pas dire anormal, mais c'était quand même assez. Si tu me dis ça en 2016, j'ai plus de mal à le croire, je pense. Mais en fait, on retrouve un peu dans ce qu'il est devenu. Bon, ben, l'incapacité à créer du jeu collectif, l'incapacité à être efficace sur un gros volume, l'incapacité à vraiment être ce moteur d'attaque performant. Bon, bah, tu le retrouves parce que c'est un joueur qui, de manière individuelle et en isolation, reste performant grâce à sa puissance, grâce à sa facilité d'accès au cercle, il a réussi à développer un pull-up et ça c'est quand même assez impressionnant. Donc certes, il est pas efficace à gros volume, mais en termes d'isolation, c'est un joueur qui est capable de prendre des tirs. Et malgré tout, ça se valorise, même si on peut prendre l'exemple de Paolo Banchero qui est immensément critiqué par ma part également, mais c'est un joueur qui est capable de créer du volume et qui est capable de créer des tirs. Et ça se valorise également. Jaylen Brown fait partie de cette caste-là et il a réussi à l'extrapoler grâce à sa puissance et à sa facilité d'accès au cercle, justement. Donc malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver, le fait qu'il ait réussi à développer ça grâce à son attribut premier qui est la puissance et le profil physico-athlétique, bah c'est hyper top. C'est hyper top pour lui. Ouais, et ce que je trouve intéressant avec Jaylen Brown, c'est que il y a eu beaucoup de lucidité dans le développement de son ISO. C'est-à-dire qu'il a conservé ce jeu basé sur la puissance,
En fait, c'est souvent de l'ISO post-up, hein. Il est souvent à mi-chemin entre l'ISO et le post-up. Et il a vachement développé son short mid parce qu'il est pas capable d'aller jusqu'au cercle parce qu'il justement il manque de dextérité. Et je trouve ça assez intéressant. Je te fais un petit over-under sur Jaylen Brown et le jeu en isolation cette saison, avec le top 10 des joueurs qui jouaient le plus d'isolation dans la saison sur le nombre de points par possession. Est-ce que Jaylen Brown met plus de points par possession que ce joueur ou est-ce qu'il en met moins en isolation? Ok, on se fait ce petit jeu. Ok. En total, du coup. En En total total sur par la match. saison, ouais. Ouais. Ah, ok. Sur l'isolation. Est-ce que over ou under Jaylen Brown par rapport à Shai Gilgeous-Alexander? Juste pour être sûr que tu aies bien compris le jeu. En under. Évidemment, il en met moins que Shai Gilgeous-Alexander, qui est le deuxième plus efficace. À ton avis, c'est qui le premier? En efficacité sur isolation. Nikola Jokic. Non. C'est Luka Doncic à Eh oui. 1,17 quand même. C'est l'un ou l'autre. C'est quand même un délire. Hein. Over under Kevin Durant. Over pour Jaylen Brown. Under. Ils sont quasiment en même. Kevin Durant est à 1,02, Jaylen Brown 1,01. Kawhi Leonard. Over pour Brown. Over pour Brown, effectivement, plus efficace que Kawhi Leonard. Anthony Edwards. Over Brown. Under. Anthony Edwards tu vois, est c'est un petit intéressant. peu au-dessus. Jalen Brunson. Over pour Brown, effectivement, de peu. Donc effectivement, il est quand même bien situé quoi. Dans les 10, Ouais, carrément. en fait, il est assez efficace sur l'isolation en comparaison de ses autres joueurs, d'autant qu'il a un gros volume. Sur les problèmes d'IQ, je te dis un peu moi ce qui me vient. Bon, globalement, sur les oublis et les problèmes de concentration, ça c'est plutôt confirmé. À minima, sur les oublis défensifs, on en a toujours beaucoup. Moi, je trouve que le plus gros problème qu'il y a avec Jaylen Brown sur les problèmes d'IQ, c'est que, mine de rien, c'est quand même un joueur qui génère pas mal de chaos dans les défenses parce qu'il génère quand même beaucoup de prises à deux par la puissance, comme beaucoup de joueurs qui sont en surpuissance, il génère de la prise à deux. Et il a du mal, alors c'était mieux cette saison, mais il a du mal à en profiter. Et il a du mal à développer son passing autour de ça, même si je trouve que cette saison, il y a quand même eu un peu de mieux. Sur le passing. En fait, quand tu es un joueur comme ça, ce qu'on te demande juste, c'est d'être capable de faire les passes de décalage. Tu n'as pas besoin de faire de la manipulation de défense. Et ça commence à venir. Ça a mis 10 ans, mais ça commence à venir. On commence à y être, mais ça a été pour le coup très très long. Et pour moi, le principal problème de Jaylen Brown, qui était identifié d'ailleurs sur le Scouting Report, c'est toujours sa sélection de tir en fait. Il a toujours un problème de sélection de tir. Il est à mi-distance. Attends, je me suis noté les trucs, mais un peu trop rapidement. Sur le mi-distance, qu'est-ce que je me suis noté? Il est 89e ou 98e percentile sur les tirs pris à mi-distance, donc c'est énorme. Il va très peu au cercle, il tire très peu à 3 points. Juste ça, je pense que c'est plus lié à des problématiques sur le dribble qu'à des problématiques d'IQ. Je pense qu'en fait, il est un peu coincé par son dribble. Il n'a pas un dribble suffisant pour prendre assez d'écart pour pouvoir pull-up à 3 points et pas non plus assez pour pouvoir aller jusqu'au cercle. De toute façon, le problème principal de ce joueur, c'est que ce soit en isolation, à mi-distance ou autre, il a une incapacité à vraiment accéder à ce qu'on disait sur Garland. Il a une incapacité à accéder à ces zones Ces zones, qu'il ouais. devrait finalement. C'est un joueur qui, par son profil physico-athlétique, devrait faire drive sur drive sur drive sur drive et finir tout le temps au cercle. Sauf que son handle ne lui permet pas ça. Et en plus, comme tu l'as dit, il est capable aujourd'hui de faire quelques passes de décalage. Ce qui en fait un créateur d'attaque assez imparfait, mais qui a suffi dans le superbe système des Celtics cette année. Mais du coup, il peut pas appartenir à la classe supérieure des créateurs comme Jason Tatum par exemple, parce que il s'arrête à ses passes de décalage et c'est pas un générateur d'attaque, avec vraiment un playmaking racé et capable de toucher tous les joueurs sur le terrain. Donc ces deux choses-là font que malgré tous les progrès qu'il a pu faire par rapport au prospect qui était notre débat de départ, font que il est immensément imparfait quoi. Ouais, en fait, les stats que j'avais prises n'étaient pas si intéressantes. Du coup, je suis allé les rechercher. J'ai pris la 4e saison de Jaylen Brown, qui est la première saison où il commence à avoir vraiment du volume au scoring, où il a plus de 20 points par match par rapport à cette saison, pour dire qu'il y a peut-être aussi un problème de decision making dans les tirs. Sur cette première saison, il était à 36% de fréquence de tir au cercle. Il était 66e percentile. Aujourd'hui, il est à 25%. Il est 44e percentile. Donc, le temps en ce développement, il va de moins en moins au cercle. Alors, je prends pas par rapport à sa première saison. Il a essentiellement de la contre-attaque, sinon c'est un peu injuste. Et sur le mi-distance, sur sa première saison, où il a un gros volume de scoring, donc la 4e, il prend 29% de ses tirs à mi-distance et 68e percentile. Aujourd'hui, il est à 52% de ses tirs qui sont pris à mi-distance. Donc, c'est colossal. C'est catastrophique. Et il y a une C'est Demar transition DeRozan. étonnante sur la construction du joueur et là qui est aussi dépendante de lui, je pense.
de lui aussi, du système, hein. Mais c'est Mazzulla aussi qui lui permet de faire ça, mais qui est un peu limité. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur le joueur qu'est Jaylen Brown aujourd'hui? Non, on va rester poli, on va s'arrêter là. Ouais, alors effectivement, il y a cette dimension rester poli. Je trouve qu'il y a quand même deux, trois trucs à ajouter. C'est qu'on est très critique vis-à-vis de Jaylen Brown, mais première qualité, c'est quand même un joueur qui a toujours répondu présent en playoff. Il y a quelques trous, mais finalement, il n'y en a pas plus que Jason Tatum, des trous sur les playoffs, et c'est un joueur assez fiable dans ce contexte-là. Ce qui rappelle aussi l'importance des joueurs hyper athlétiques en playoff, hein, qui est toujours un atout qui prend de l'importance dans les playoffs. Bon, c'est quand même un MVP des finales, hein, alors des finales un peu étranges, mais ça reste un MVP des finales, donc c'est un joueur qui a réussi, en tout cas en étant une seconde option, à aller jusqu'au titre, alors sur un run un peu facile et être dominant durant les finales. Et c'est quand même un joueur qui en première option, sur sa première saison en première option, fait quand même un top 5 MVP. Alors, est-ce qu'il est bien coté, le top 5 MVP? C'est plus un joueur qui limitait la casse sur les minutes où il était là pour un 5 qui était relativement faible, mais c'est surtout le banc qui faisait les écarts. Mais bon, ça reste un top 5 MVP avec un énorme volume et finalement une efficacité qui était pas si mal. Bah, Donc, le truc, on est ouais, parfois c'est un ça. peu dur, je trouve, avec Jaylen Brown, quand même. C'est le truc principal, c'est que il est capable d'encaisser du volume et malgré tout, bah, ça se valorise. C'est pas un top 60 NBA, il est quand même, il appartient quand même à une belle classe et malgré tous les défauts qu'il peut avoir, et c'est pour ça que l'exercice il est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il ait réussi à faire tout ce chemin-là. On est en train de parler d'un joueur qui est dans le top de la NBA, malgré le fait que on soit fan ou pas fan, mais ça reste un joueur qui est immensément génial malgré tout ça et qui à l'origine, je l'ai dit tout à l'heure, ne savait pas jouer au basket. Pour dire simplement quoi. Ah, non mais tout à fait. Et effectivement, cette évolution, elle est assez impressionnante. Quels sont les enseignements, du coup? Est-ce que tu en as d'autres? Alors, tu as cet enseignement de faut laisser un peu de temps, mais c'est quoi les enseignements que tu as de ton scouting sur Jaylen Brown? Tu vois, l'enseignement principal que j'ai grâce à Jaylen Brown, c'est un peu cette idée du billet du survivant qu'on disait tout à l'heure. C'est pas parce que c'est un ailier physico-athlétique intéressant qui sait un peu jouer au basket et tout que ça veut dire Kawhi Leonard et Jaylen Brown. Jaylen Brown est un peu le seul, on va dire, à s'être rapproché du profil de Kawhi Leonard, qui à la fac ne savait pas jouer au basket et il est devenu ce qu'il est. Sauf qu'en fait, si tu regardes tous les autres, en fait, faut arrêter de dire, et tu l'as dit tout à l'heure, faut arrêter de dire ce joueur-là va réussir. Regarde, lui, il a fait. Faut surtout pas faire ça dans le scouting parce que t'as 99,99% de chances de te tromper. Et du coup, j'ai fait un peu un listing des joueurs qu'on a draftés dans le top 10, top 12, qui étaient précisément sur c'est le prochain Kawhi Leonard. Déjà, si je te dis cette phrase, tu penses à qui? Moi, le premier auquel je pense, c'est putain, comment ça? Je pense à Stanley Johnson, mais je pense pas qu'à Stanley Johnson. C'était qui le joueur qui a été drafté par les Suns? Là, j'ai un trou de mémoire. L'ailier qui a été drafté par les Suns. Josh Jackson. Qui donc? Josh Jackson. Ah, Josh Jackson. C'est Josh Jackson le premier que j'ai en Bah tête. tu vois, ils font tous les deux partie de la liste que j'avais faite rapidement. Bah tu vois, quand tu prends des Kevin Knox, Stanley Johnson, Patrick Williams, Zaire Williams, Sekou Doumbouya, Romeo Langford, Jared Culver, Josh Jackson, Justice Winslow, même si Culver, Jackson, Winslow, il y avait un peu de passing, mais c'est que des ailiers sur lesquels tu t'es dit et on va réussir à en faire un Kawhi, on va réussir à en faire un. Mais il y a que Jaylen Brown qui a réussi à véritablement passer ce step. Et c'est pour ça que l'exercice il est trop intéressant aujourd'hui parce que bon bah les erreurs et les réussites dans le scouting etc. Jaylen Brown c'est parfaitement un truc qu'il faut surtout pas faire parce que c'est l'exception qui confirme la règle en fait. Et pour moi, tu vois, tout à l'heure on parlait du contexte, qu'est-ce qu'il faut réussir dans le scouting etc. Bon bah le contexte de Jaylen Brown il est exceptionnel pour lui parce que il est tombé aux Celtics, c'était un joueur de rôle à qui on a appris certaines choses précisément sans trop lui en mettre malgré le fait que c'était un troisième choix de draft derrière Ben Simmons et Brandon Ingram. Et du coup, quand tu regardes les usages donc le volume de Jaylen Brown sur les années, au début il commence à 17%, c'est un usage de vulgaire role player finalement parce qu'il tombe dans l'équipe avec Gordon Hayward, Kyrie Irving, etc. Il monte à 19 parce que t'as la blessure de Gordon Hayward, t'as la draft de Jason Tatum mais c'est le début, etc. Et du coup 17, 19, 20, 23, 28. Et du coup, tu as vraiment une progression naturelle et logique de son profil. Et en fait, je pense que l'institution Celtics, le fait ils aient pris leur temps, le fait qu'il a toujours eu un créateur primaire à côté de lui. Tout le temps. Il a eu Kyrie, il a eu Kemba Walker. Dans le développement. Dans le développement. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Kyrie, Kemba Walker, Jason Tatum, même des Derek White, des Marcus Smart qui sont capables de prendre du volume. Un Al Horford, il a eu Al Horford toute sa carrière à côté de lui, à part depuis 2 ans. Tout le temps. Il a tout le temps eu un spacing élite, un coaching élite. Et du coup, il a tout eu au vert pour que son développement se passe bien. Sauf que bah dans un monde parallèle où son coach c'est je dis n'importe quoi, Darvin Ham, même si j'aime bien, mais bref,
et que le créateur à côté de lui c'est Sharif Cooper, mais en fait c'est Stanley C'est pas Johnson. le même joueur à la fin. Ouais, non, mais C'est c'est ça sûr. qui est hyper intéressant, quoi. Et c'est des trucs qui, en 2016, au moment de la draft, mais tu peux pas le savoir. Tu peux pas savoir que tout va cliquer à ce point, quoi. Ouais, non, mais Malgré je le suis fait tout à fait qu'il d'accord soit avec toi. très intelligent, c'est un dog et tout. Tu peux pas savoir. Non, c'est sûr. On se termine par un petit over-under, rapidement. Non, plutôt, tu prends qui, enfin, tu préfères sur le prospect, c'est quel prospect que tu préfères autour de Jaylen Brown, donc spécial Jaylen Brown, tu préférais Jaylen Brown ou Jason Tatum en prospect? Ah, t'as tout. T'as tout. Aujourd'hui, tu préfères le joueur Jaylen Brown ou Jason Tatum? T'as tout. Il y a aucun débat. C'est pas possible. Jaylen Brown ou Zachary Rizaché? Ah. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que t'as vraiment role player parfait versus tout à construire. J'étais vraiment pas le plus grand fan de Zachary Rizaché. Ah, je pense quand même peut-être Jaylen Brown, tu vois. Parce que il y avait quand même beaucoup de red flags sur Rizaché. Rizaché ou Ron Holland? Brown, tu veux dire? Pardon, oui, Brown ou Ron Holland? Pardon, désolé. Ron Holland. Ron Holland, moi j'adorais. Il était numéro 1 de mon board. Oui, oula, oui, d'accord. moi Ok. j'adorais Ron Holland. Bah tu vois, typiquement, mais pour moi il y avait moins de red flags sur Ron Holland. Mais il y a la G-League Ignite qui font que c'était chiant de scouter ça. Mais Ron Holland, c'est un des joueurs que j'aime beaucoup. Jaylen Brown ou Brandon Miller? Brandon Miller, largement. Ouais. Il était cool le prospect Brandon Miller. Moi, j'étais très haut. Hein. Ouais, Il y j'étais avait très, beaucoup très haut. de, c'était chiant son année parce qu'il y avait beaucoup de scandales avec des flingues, etc. Un flingue qui lui appartenait, qui avait été prêté à un de Ouais. ses potes, qui avait servi à un assassinat. Et du coup, sa saison à Alabama, elle était un peu polluée par ça, c'était dommage. Super joueur par contre Mm. de NCAA. Et le dernier, Jaylen Brown ou Bilal Coulibaly? Et tu vois, c'est vraiment la même chose. C'est Je la même pense chose les deux pour moi. Ouais. Ouais. peut-être Jaylen Brown. Peut-être Jaylen Brown. Bilal Coulibaly avait peut-être juste en plus, alors c'était peut-être un peu moins un freak athlétique, mais avait deux trucs qui étaient vraiment cool. C'est la courbe de progression, Mm. qui est hyper Ouais. exponentielle, et une bonne compréhension de jeu quand même. Ah, Au moins des t'étais rotations rêveur. défensives. T'étais vraiment rêveur sur Koulibaly, ouais. Très clairement. Ouais, sur Coulibaly, c'était assez cool. On se fait le dernier? Avec plaisir. Allez, on part sur notre dernier. C'est donc Zach Edey. Alors, Zach Edey, ça va être drôle parce que moi, j'aime pas Zach Edey. Donc, alors, sache que t'as des gens qui adorent les rim protecteurs, comme tout le monde. Et j'aime bien les rim protecteurs, c'est intéressant. Mais je suis pas du tout un aficionado des rim protecteurs dans l'absolu. Genre, Zach Edey et Klingan, pour moi, c'est des anomalies statistiques. C'est-à-dire que les stats reflètent pas leur impact. Mais bon, c'est pas grave. On va revenir dessus. Alors, sur Zach Edey. Zach Edey qui était à Purdue, je crois, de mémoire. Hein. C'est ça, la fac de Zach Edey. Là, pour le coup, j'ai pu reprendre aussi le scouting report de envergure, puisque pour le coup, il y en a un. C'est Mathias Caso qui l'avait fait, ce scouting report. Alors, ce que nous dit Mathias, c'est que on a un joueur grand qui a un toucher au cercle qui est exceptionnel et qui est couplé à la capacité à aller chercher des lancers francs, qui est énorme, puisque sa dernière saison en NCAA, il est quand même à 11 lancers francs par match, le coco. Il ajoute à ça deux grosses qualités. C'est le rebond offensif qui lui permet d'aller gagner la bataille des possessions de façon assez importante et qui commençait déjà à être importante il y a 2 ans, donc quand on regardait la NBA. Et forcément, la protection de cercle avec le drop défensif qui permet de protéger le cercle en NCAA à un niveau élite. Et il y a 2 autres points que note Mathias, c'est que on a un joueur qui est anti-méta, mais qui par contre a un niveau de domination NCAA qui est rarement vu. Je crois qu'il est MVP 2 années de suite. Enfin, il est most outstanding player, je crois, 2 années de suite. C'est ça, exactement. De mémoire à Purdue, avec une dernière saison à 25 points, 12 rebonds, à 62% au tir, ce qui était quand même assez important. On a cherché 11 lancers francs, donc on est vraiment sur des ratings. Zach Edey, c'est quoi? C'est un top 5 joueurs les plus dominants des 20 dernières années en NCAA. On est un peu là-dessus, non? Ouais, je pense. Mais peut-être même, il y a un monde où c'est peut-être même top 1. Ouais, sur les 20 dernières années, c'est peut-être même top 1. Il y a un monde, ouais. Tu penses que c'est devant, par exemple, Greg Oden, tu vois, qui est dans les 20? Mais Purdue, il a 4 ans. Enfin, il y a 4 ans. Il y a 2 ans, 2 ans et demi même, où il surdomine. Parce que Greg Oden, il y a quoi? Il y a 2 titres, je crois, de mémoire. À Ohio State, ouais. Ouais, c'est ça, hein, il y a 2 titres. Mais ouais, le moi fait j'avais est Greg que Oden, je m'étais dit en dominant mais énorme. individuellement, je pense que Zach Edey, ouais, est peut-être numéro 1. Mais peut-être numéro 1. Et le passing qui est quand même noté comme étant pas non plus dingo par Mathias. Qu'est-ce que tu pensais, toi, du profil Zach Edey? Alors, Zach Edey, moi, j'étais absolument pas fan à un point où il y avait un monde où il était pas draftable, en fait. Oui, pas draftable carrément. Oui, oui. Et c'est vraiment pas sur le profil du joueur, mais c'est Il est vraiment drafté sur... top 10, hein, il est drafté 9e pour Memphis, pour Ouais, rappel, en exactement. 2024. Donc une draft assez faible, il est drafté top 10. Et ce qui est trop intéressant avec Zach Edey, c'est que
bah, comme dit, en fait, c'est un des plus grands joueurs de Attends, l'histoire juste par contre, de. excuse-moi, j'ai dit une énorme erreur. C'est pas du tout une draft faible 2024, c'est une grosse draft de mémoire. C'est 2025 qui est. Non, 2024 est très faible, pardon, je me mélange dans les années. Oui, 2024, c'est c'est la celle-ci, draft de hein. Riz Haché et Sarr, elle est très C'est faible. celle-ci. C'est C'est pas celle celle de Wemby. dont Ouais, on ouais. discutait. Ouais. Et du coup, je pense que c'est un point qui est hyper intéressant parce que ça reflète vraiment la différence entre la NCAA et la NBA. C'est un des plus grands joueurs, Zakidi, de l'histoire de la NCAA, avec un style justement ultra particulier. Et comme le dit Mathias, c'est il a un nombre de il a un nombre d'éléments qui expliquent sa domination, mais il a aussi un nombre de red flags pour la NBA qui est long comme le bras, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant parce que la transposition vers la NBA, eh ben, elle est très difficile à imaginer, quoi. Et le recrutement, c'est très intéressant parce que c'est un peu un late bloomer. Je crois il fait du hockey avant et il fait du hockey il fait du hockey sur glace, il fait du baseball, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il commence le basket genre à 15 ou 16 ans et il est canadien et bah, phénomène physique. Et en fait, quand il va à IMG Academy, qui est une des principales académies basket américaines, avec Montverde, IMG, tout ça, c'est des écoles où limite la moitié de la NBA sort de là-bas. Et du coup, il sort un peu de nulle part et il débarque là-bas et quand il arrive à Purdue, il est pas classé, il est genre 350e, 400e lycéen du pays. Et ça devient une légende à Purdue, quoi. Il passe de 14 minutes simple remplaçant au tout début de sa carrière NCAA à 32 minutes et il est dans le 5 majeur de la Coupe du monde U19 avec petit quiz, est-ce que tu sais qui c'est qui l'accompagne? La fameuse photo dont on a beaucoup 5 vu sur les majeurs de la playoffs. Coupe du Monde 2019. Ouais. La photo, on l'a beaucoup vue sur la finale de conférence à l'Ouest cette année. La finale de la conférence Ouest. Attends, tu m'as perdu là. Attends, la finale de conférence Ouest, c'était les Spurs contre Ouais. OKC. Qui on a à OKC? AJ Murray, non, il est pas. Attends. AJ Mitchell, pardon, non. Il y a qui comme Canadien à OKC, bordel? Non, pas Euh, canadien, justement, un américain. Un américain à OKC. Bah, du coup, ça doit être Chet Holmgren, alors, je Ouais. pense. Ouais, C'est la ok. compétition, Ah, justement, bah où oui, en oui, oui, finale. oui, il y a les trois. Il y a Holmgren, Wemby et lui. Oui, ok. Exactement. Et les deux autres que sont Nikola Jovic et Jaden Ivey. Donc vraiment une énorme compétition. Et ce qui est intéressant, bref, sur Jaden Ivey, c'est que il y a une domination sans pareil au niveau NCAA. Il est National Player of the Year justement en 2023-2024. Il est en finale en 2024. Il perd la finale. Il y a 2500 points en carrière NCAA. Il est dans le top, je crois, il est top 3 de sa conférence all-time au niveau du nombre de points en NCAA en étant remplaçant une saison et demie. Hein, donc c'est quand même assez cool. Sa dernière saison, il est en 25-12-2-2. C'est quand même assez. Il y a une domination physique et un jeu au poste qui est monumental. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme dit, moi, j'étais absolument pas fan du joueur. Je crois que en début d'année, je l'ai genre en 58 ou en 57. Je l'ai hyper bas. Hein. Et à la fin de l'année, il est où Si je tape ID, il est. Tu vois, je sais même plus où il est. Mais il est. Je crois que je l'ai genre 21e ou 22e. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que sur cette année-là, c'est la première année de Chet et Wemby. Et tu vois, le fait que Chet et Wemby fassent ces saisons-là et cet impact-là, notamment sur la protection de cercle, a forcément un impact sur comment on évalue Zakidi. Enfin, je pense que ça a dû avoir un impact, au final, même conscient ou inconscient, mais sur la façon dont tu évalues Zakidi. Bah, sûrement parce que il fallait des corps pour s'y opposer et La protection de cercle. Les et corps la protection post-existés, la cercle, ouais, protection de totalement, cercle. Ouais. totalement. Et du coup, en fait, ce qui est trop bizarre avec Zakidi, c'est que c'est un profil qui est tellement particulier que les gens qui disaient je peux pas le drafter, je les comprenais, malgré la domination sur monstrueuse, quoi. Et en fait, quand tu regardais les forums Twitter américains, etc., mais les mecs, ils aiment tellement la NCAA que pour eux, Zakidi c'était numéro 1. Et je crois que c'est Hugues de chez Envergure qui l'avait très très haut. Et c'est aussi un élément que je pouvais comprendre. Parce que si tu prenais Zakidi pour tout lui mettre dans les mains, exactement comme à Purdue, c'était un élément que je pouvais comprendre, malgré les red flags qui pouvaient exister. Mais moi, j'avais écrit j'ai écrit un papier à l'époque, où il y avait marqué analyse du jeu de Zakidi et pourquoi il est pas jouable en NBA. Tu te dis, aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de la marge d'erreur et du fait qu'il fallait faire des erreurs dans le scouting. Pour moi, c'est peut-être une de mes plus grandes erreurs dans le scouting moderne, parce que la force principale du mec, c'est le jeu au poste. Il a une domination physique, il est indéfendable à l'échelon NCAA. Il ne voyait que le post-up. Mais en fait, il avait pas de passing, pas de face-up, pas de mobilité. Donc pas de mobilité offensive ni défensive. Et en NCAA, t'as le droit à des attaques qui durent plus de 40 secondes. Et j'avais clippé des attaques de Purdue où il y a plus de 25 secondes de l'attaque qui étaient utilisées pour réussir à mettre en place À le toucher. Ouais. Zakidi au poste. T'avais des hammer screens, t'avais des screens en ligne de fond. Tout le monde était fait pour
il faut réussir à ce que Zakidi soit au post-up à un moment donné dans l'attaque. Une fois qu'il était au post-up, il défonçait tout le monde. Il fait 2,20 m, il est hyper puissant, il a un très bon jeu au poste, il a des bonnes mains. Et du coup, pour moi, dans le rythme NBA, une cible sur switch, il y avait trop de... Il peut pas jouer parce que on n'allait pas lui donner autant de ballons au poste, on n'allait pas utiliser 15 secondes de l'attaque pour le jouer au poste, il a pas de passing, il a pas de face-up, en mobilité défensive, il va se faire ouvrir. Du coup, il y avait trop de red flags. Pour moi, c'était pas possible que ce mec joue un jour en NBA. Mais comme dit, pour moi, c'est clairement une énorme erreur de ma part. Et ça, c'est une des leçons du scouting, c'est que Zakidi a des qualités. Il a plein de défauts, mais il a des qualités. C'est un joueur X en NCAA, X étant un joueur dominant au post-up en NCAA. Sauf que les qualités de Zakidi, elles sont ce qu'elles sont. Et est-ce que ça peut pas en faire un joueur Y en NBA? Le joueur Y étant un protecteur de cercle, menace sur lob, énorme force de la bataille des possessions, énorme force de rebond offensif, etc. Et ça, en fait, c'est une énorme leçon à retenir pour moi de le joueur X, c'est peut-être pas le joueur Y en NBA, et les qualités et les défauts qui font que c'est le joueur X, ces qualités et ces mêmes défauts peuvent en faire un joueur Y. Et pour moi, Oui, la c'est question, hyper c'est intéressant. dans les qualités identifiées, ces qualités-là permettent de faire quoi d'autre? C'est un peu ça, en C'est fait, ça, que tu exactement. dis. OK, ça va pas pouvoir être un joueur de scoring au poste parce qu'il aura pas assez la balle, mais le fait d'être aussi puissant, ça te permet quoi? Le fait de pouvoir être proche du cercle, ça te permet quoi d'autre? C'est C'est ça, en fait, exactement hein, que ça. tu dis. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, ouais, et effectivement, avec Zakidi, c'est pas simple. Moi, Zakidi, pour le coup, je l'avais hyper bas, hein. Moi, c'est des profils que j'aime pas, mais je trouve ça vraiment trop fort dans l'unidimensionnalité de la défense et c'est vraiment un souci. Peut-être qu'on peut passer du coup à ce qu'il est en NBA, sauf que tu vois d'autres choses à dire sur Carrément. le prospect. En NBA, sur ce qu'on voit, c'est que sur le scoring, en fait, ce qui est compliqué, c'est un mec qui est aussi dominant sur un aspect NCAA, est-ce qu'il va réussir à continuer à l'être en NBA? Tu vois, par exemple, moi, je trouve que tu as le cas de Zion, qui est un cas typique. Zion, il dominait tout par la puissance. Et tu te disais, si la puissance tombe, qu'est-ce qui reste? En fait, il est resté hyper dominant Ouais, en la puissance puissance tombe en pas. NBA. Et au final, ça a continué à exister. Mais sur du drive, pas sur du post-up. Mais sur du drive. Et ça a fini par continuer à exister. Moi, je trouve que Zakidi, il a un toucher qui est cool. Et c'est quand même un générateur de chaos quand il a la balle au poste, mais c'est vrai que son passing n'est pas non plus dingo. Et on n'a quand même pas retrouvé la dinguerie qu'on avait en NCAA parce qu'effectivement, il y a moins de temps et tu as besoin de plus le toucher sur pick and roll. Et moi, je trouve que quand même, ces problèmes de mobilité pour aller au cercle sont un vrai problème. Il roule doucement sur le pick. Et en NBA, on va vachement plus t'empêcher. En fait, en NBA, tu es un peu obligé de plonger vite au cercle parce que si tu plonges lentement, quand bien même. Alors après, il a jamais joué avec un gros joueur de pull-up. Faudrait quand même voir avec un gros joueur de pull-up. Mais quand bien même les deux défenseurs vont sortir, il y a plein de corps qui vont se mettre en travers de ton chemin pour t'empêcher d'arriver jusqu'au cercle. On l'a très bien vu cette saison avec Wemby, par exemple. C'est ce qu'ont beaucoup fait les Knicks contre Wemby, où ils mettent beaucoup de corps pour l'empêcher d'arriver dans Un la tag. dernière zone finale où il va être dominant. Et Wemby a une mobilité qui est sans nul pareil pour sa taille. Et évidemment, sans nul pareil par rapport à Zakidi. Donc, je trouve que effectivement, le toucher est cool. On a quand même vu sur la dizaine de matchs qu'il a joué cette saison qu'il avait plus de ballons et qu'il avait l'air quand même d'être assez dangereux. Est-ce que tu as une idée de son on-off, de son net rating, pardon, sur les 11 matchs qu'il a joué cette saison? Après, il joue à Memphis, quoi. Pour te donner un ordre Mais ça d'idée, peut l'année être dernière, ils étaient à +4 sans lui, à +6 avec lui. Ouais, ouais. Je pense que ça peut être parce que je me souviens qu'il a vraiment été bon cette année. Ouais, je pense que tu peux avoir un +7, +8 facile, hein. Et à +16. Ça n'a aucun sens. Après, paye ton volume, Le ça volume veut est tout rien petit, dire, non, hein. mais le volume est tout petit, mais c'est marrant, je trouvais ça quand même marrant. Il y a quand même 300 minutes, hein, bon, c'est pas Ouais. non plus un volume inexistant. +16, je trouvais ça fou. Et je trouve que notamment sur la NCAA, tu vois, effectivement, c'est que notre Mathias, ce qui est important, c'est la capacité à aller chercher des fautes. Ça, moi, je trouve que ça s'est pas trop trouvé en NBA parce que la prise de position est tellement difficile qu'effectivement, il n'arrive pas à aller chercher ses fautes. Et il avait une telle domination physique au post-up, en NCAA, que le nombre de clips où les mecs font faute, parce qu'ils ont pas le choix, parce que le mec, il va juste les arracher au post-up. Et en fait, vu le nombre d'équipes qu'il a affrontées en NCAA, il y a beaucoup d'équipes NCAA qui jouent, il y a certaines équipes NCAA qui jouent avec des pivots dominants, hein, Klingan et Zakidi pour cette année-là. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent aussi avec des pivots qu'ils arrivent à trouver, et souvent qui font de 6, de 7, de 8 maximum. Mais c'était barbecue chicken, quoi, pour Zakidi. Il les arrachait, quoi. Donc en fait, la seule manière qu'il avait que les équipes avaient de l'arrêter, c'était de faire faute tout le temps, quoi. Ah non, non, mais effectivement, et ça c'est pour le coup vachement moins retrouvé en NBA. Alors une fois de plus, un joueur de pivot est quand même hyper dépendant de son meneur, et il a pas joué avec un top meneur. Faudrait quand même voir avec un top meneur ce que ça peut donner. Ils ont drafté qui Memphis cette année? J'ai un petit trou de mémoire d'ailleurs. Est-ce que l'année prochaine il en Cam aura un? Boozer.
Ah oui, oula, mais d'accord, ok. Donc ça va pas le faire. Cam Boozer d'ailleurs qui a Après, ça peut été être développé comme intéressant, un hein. ailier hein. En Summer League, il jouait comme un 3. Bah ouais, ça peut être intéressant justement parce que Cambuser a quand même un passing vraiment intéressant, vraiment cool. Et du coup, avoir des pick and roll vraiment big, je pense que Thomas Salo ouais, il a jamais trop fait remarque, mais ça peut vraiment être intéressant d'avoir cette. On sait que c'est pas un grand fan de, de, de ce type de profil, mais ça peut vraiment être cool de voir ce genre de choses. En tout cas, dans le jeu de drive, dans la circle offense de Thomas Isalo, ça peut être intéressant parce que ça génère du chaos et lui, il peut en profiter en étant une menace de lob ou une menace proche du C'est ça. cercle qui peut être intéressante. Ce qui marche bien avec Zakidi en NBA, bah, tu l'as un peu évoqué, mais c'est la dimension protection de cercle. Il est l'un des symboles de ce regain depuis 3 ans des énormes protecteurs de cercle. La NBA est en fait tactiquement très mature pour cacher les rim protecteurs et pouvoir les utiliser là-dessus. Moi, je trouve que c'est un peu comme Klingan, hein, quand même. Tu le trouves plus fort que Klingan dans la protection de cercle ou tu préfères Klingan? Je préfère Klingan. Ok. Et Klingan tu pour préfères moi est, Klingan globalement? je pense oui, là, assez facilement. Ouais. Assez Ok. facilement. Moi, je trouve quand même que dans les deux cas, les deux ont joué une série de playoffs. Euh, c'était peut-être. Attends, c'était des playoffs ou c'était un. J'ai un petit doute sur Zakidi ou est-ce que c'était du play-in? Je pense que Non, il c'était a une joué. série de playoffs, ouais. Ouais, Contre et OKC, contre. ouais. Ouais. Moi, je trouve que dans les deux cas, quand même, que ça soit Klingan ou Zakidi, les playoffs ont montré que c'était on montrait que si t'as pas un peu de polyvalence défensive en playoff, tu te fais arracher. Zakidi était totalement injouable contre Casey parce que la défense c'était juste pas possible. Et moi j'ai trouvé que Klingan contre les Spurs ça allait pas du tout. Parce que quand t'arrives dans ces contextes-là où tu t'attends un peu plus à l'adversaire et t'es moins sur imposer ton jeu, bah en fait t'emmènes le grand au large quoi. Tu te démerdes pour l'emmener au large et c'est la catastrophe. Je sais pas ce que t'en penses toi de la défense et de l'impact de Vidi en Les, défense. les, les deux sont un peu assez similaires parce qu'en fait les deux avaient et c'est pour ça que j'étais pas du tout fan des deux à l'époque, c'est que bah, tu l'as dit de toute façon enfin pour le dire un peu de façon russe, mais ils sont patos, ils sont ils sont trop dans le sol en fait, c'est des pachydermes les mecs, ils font 2,15 150 kilos quoi. Et du coup bah, quand il est drafté, Klingan, putain, j'ai ses mesures, il est à 7'2", donc 2m13, 130 kilos. Le mec il a 20 ans, il fait 130 kilos. Et, euh, et du coup, il y a un truc que j'avais pas anticipé et que tu pouvais pas anticiper, c'est que les deux vont s'affiner avec la NBA. Ils vont Ok. s'affiner, ils vont devenir un peu plus élancés et ça va les aider à devenir un tout petit peu plus viables dans le jeu NBA. Non pas, je pense que c'est une erreur dans le scouting de dire il va pas être capable de switcher. Oui, bah oui, oui, on s'en fout. Même Victor, tu veux pas le faire switcher en fait. Même si Victor est exceptionnel, Victor, ça reste une cible sur Non, je suis Switch, d'accord. comme Ouais. Gobert, tu vois, Ouais. à un moment donné. Et du coup, on va pas jeter la pierre à un mec de 2,15 parce qu'il est pas capable de suivre chez Jesus Alexander, tu vois. Mais ça, c'était un peu dur à anticiper, mais malgré tout, tu vois, sur leur défense, je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de manières tactiques défensives de les utiliser en low man et vraiment toujours les garder près du cercle. Et c'est pour ça que je préfère d'ailleurs un peu plus Klingan parce que je le trouve un peu plus mobile. Je trouve que sa Mhm. protection de cercle dans le timing et dans la coordination main-œil est vraiment élite là-dessus. Mais mine de rien, bah, c'est ce qu'on disait en fait, la leçon du scouting. Zakidi est grand, bouge pas si mal et comprend le jeu, mine de rien. Il bouge mieux qu'avant. Bah, tout ça fait que c'est un bon protecteur de cercle, en fait. Et c'est Ouais, un moi je joueur trouve que de bataille des possessions grâce au rebond, quoi. je trouve que la limite sur Klingan et Idy, mais encore plus sur Idy que sur Klingan, c'est vraiment, je les trouve pas très fonctionnels en roamer en fait. Je trouve que leur mobilité est un peu insuffisante pour être en roamer. Et alors, ok, tu vas vraiment être très très dépendant de l'adresse à 3 points du coup dans le corner du shooter qui sera mis dans le corner. Et il suffit juste de mettre tes deux gros shooters dans les corners et ils peuvent plus jouer roamer quoi. C'est plus possible. Donc c'est là où j'ai un peu où j'ai un petit peu du mal, mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec Zakidi, tu l'as dit, c'est qu'au début, il était 55e dans ton board, après 21e. Moi aussi, j'étais bas. En fait, un joueur comme ça, en fait, il faut être attentif à de pas trop extrapoler ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que quand bien même t'aimes pas tout ce que t'aimes pas sur Zakidi, en fait, il doit pas descendre en dessous de 20. Surtout sur une draft comme elle était, voire en dessous de 15 en fait. C'est minimum ça. Et d'ailleurs, dans la draft suivante, t'as un profil qui ressemble un peu. Alors moi, c'est un profil que je préfère quand même. Mais Kaman Malouach, tu vois, bah, qui est un profil différent, mais qui ressemble un peu, dans le sens très très grand et à la protection de cercle. Bah, il est encore drafté top 10, alors que l'attaque, tu peux pas trop te projeter, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais tu vois, sur la viabilité défensive, je trouve que ça ressemble plus au cas d'Eric Quinn dans la draft d'après. Justement, dans le joueur qui avait énormément d'usage offensif, mais sur lequel tu te poses des questions sur la défense. Et c'est d'ailleurs pour ça que ben, la Nouvelle-Orléans aujourd'hui a du mal à le faire jouer, quoi. Mais
Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et en fait, malgré tout, il y a trop de choses intéressantes à aller chercher qui doivent t'empêcher de le mettre trop bas, en fait. Parce que ça reste un corps exceptionnel qui sait jouer au basket. Donc oui, il fera pas de post-up, oui, il fera pas de passe, mais il va faire plein de choses. Alors, du coup, top 9, je suis toujours pas d'accord pour Zach Edey, mais un top 15 pour être un défenseur stationnaire, une arme au rebond offensif, un punisseur de mismatch, c'est top 15, top 16, top 17 et tranquille en fait. C'est un joueur qui va jouer 18, 20 minutes dans des très bonnes équipes parce que il aura des choses à apporter quoi. Bah, c'est bête, hein, mais quand tu prends un joueur top 15 qui fait 10 ans NBA, si au bout de 10 ans il est C'est dans le réussi, top 150 des joueurs, c'est que tu as réussi ton pari. S'il est dans le c'est top ça. 100, c'est que tu as complètement réussi ton pari. Hein. Donc, C'est exactement ça. Ouais. et effectivement, Zach Edey peut se retrouver là-dedans. Pourquoi à 150 Parce que ça correspond à un starter, tout simplement. 150 meilleurs joueurs, c'est des starters. Et ça, effectivement, ça correspond à ça. Donc toi, ton enseignement que tu as, c'est, comme tu nous disais, c'est il faut réussir à voir par-delà ce qui est produit avec les qualités. Qu'est-ce que tu peux faire avec ces qualités-là, normalement, en NBA, quoi. C'est ça, c'est Ouais. complètement ça. Il faut réussir à dépasser l'avis que tu peux avoir du joueur à un moment X et voir ce qu'il peut devenir l'année d'après, etc. Et pour moi, c'est extrêmement difficile parce que évidemment, t'as un profil de joueur sous tes yeux à un moment. Bon, bah, qu'est-ce qu'il sera au moment d'après, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment gratter sur ce qui peut exister pour la NBA. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des indices chez Zach Edey. Il était déjà à plus de 20% de rebonds offensifs en NCAA. Il était déjà à 7% de block percentage. Il y avait des indices qui te montraient que oui, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire de la NCAA, mais ça n'allait pas être un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Mais malgré tout, c'était un role player à aller chercher parce qu'il avait des choses à apporter. Et ça, c'est clairement une erreur de ma part parce que moi, j'étais bloqué dans son surusage offensif au poste en particulier est totalement intransposable en NBA, donc il sert à rien d'autre. Et c'est là où j'ai tort. Oui, son jeu au post-up est inutilisable en NBA, mais il sert pas à rien d'autre. Il sert à autre chose, justement. Et ça, je pense que les scouts qui l'avaient vu à l'époque, j'ai beaucoup de respect pour eux, parce qu'ils sont allés contre le consensus en disant, bah ouais, mais en fait, son jeu au post-up, on s'en fout. On s'en fout, et il est capable de faire autre chose. Et je trouve ça trop intéressant, en fait. On termine avec un petit tu préfères. Carrément. Alors, je te change un peu la règle sur le tu préfères, c'est si tu devais faire la draft aujourd'hui. Donc, avec les enseignements Ok. que tu as eu du scouting. Tu préfères Zach Edey ou Klingan? Klingan. Pourquoi? Parce que la protection de cercle, je trouve, est meilleure. Parce qu'il a une meilleure utilisation offensive. Je trouve qu'il bouge mieux. On le voit déjà. Tire à 3 points, mine de rien. Mais je trouve que le pick and roll est plus utile. Il comprend. Je trouve que les rotations défensives sont vraiment très très bonnes. Alors oui, ça reste un big body et incapable de jouer 37 minutes par match. Mais je trouve que le développement est de plus en plus intéressant à Portland. Zach Edey ou Rob Williams? Sans les blessures? Ouais, sans les blessures. Bah, c'est un Robert, prospect, donc sans les blessures. Robert Williams. Ok. Zach Edey ou Mark Williams? J'aime pas Mark Williams, en fait. Zach Edey. Ok. Mark Même le Williams, prospect était pas cool de Mark Williams? Non, il sait pas défendre. Ah, je C'est trouve qu'avec le temps, c'est devenu pas si mal. Mais vraiment, je suis c'est un pas rôle fan. très basique, quoi. De toute façon, maintenant, on arrive tellement à trouver des rôles hyper simples en termes d'IQ pour les pivots grands comme ça. C'est vraiment une grosse force de ce qu'a développé la NBA tactiquement ces dernières années. Zach Edey ou Maluach? Ouais. Ah, c'est dur parce que Maluach, il a 19 ans, quoi. Je pense que Maluach, ouais. Autant en termes de prospect que de profil aujourd'hui, d'ailleurs. Zach Edey ou Derek Quinn? Putain, j'aime pas Derrick Queen non plus. Hein. Derek Quinn, Aujourd'hui, c'est un bordel, hein. C'est un bon passeur, un driver ok, mais il y a c'est tellement de trop, compromis, c'est tellement compliqué de construire autour. c'est trop dur de voir le joueur que va pouvoir devenir Derrick Queen. Euh, Si tu me demandes de drafter, je pense que je prends Derrick Queen parce que le plafond est vraiment cool. C'est-à-dire que Derrick Queen, il y a un home run potentiel. Donc je peux y aller. Mais si je suis d'une équipe qui tourne déjà, Zach Edey, tête et épaule. Zach Edey ou Colin Morables? Ah bah alors là, Colin Murray Boyles, ça y a même pas de débat. Est-ce que Morables a été drafté trop bas? Oui. Ouais. Ah oui, 9e, il y a je même crois, pas. il est drafté même, alors pas la même draft, hein, mais même niveau que Zach Edey. Ouais. Moi, Moi, Morables, il je l'avais dans est mon top 5. il est troisième chez moi.
Donc, Ouais, Murray Boyle, moi, j'avais mais jamais. les gens commencent à rendre compte. Je suis à deux doigts de dire le fameux, je vous l'avais dit. Parce que Colin Murray Boyle, Bon, écoute, on a fait un bon tour, Flo, là, sur tous ces joueurs. C'était hyper intéressant de t'écouter sur la façon dont tu scoutes les joueurs et comment chacun a pu faire évoluer ton scouting. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous pensez de ce type d'épisode. Vous pouvez aussi nous poser des questions. Peut-être que Flo passera par là pour y répondre si jamais il y en a qui traînent. En tout cas, moi, je me chargerai de lui les transmettre et après, on verra s'il a le temps d'y répondre. On espère que ça vous a plu. On peut conclure là-dessus, Flo. Est-ce que tu voulais un dernier mot, peut-être? non, trop intéressant. C'est super intéressant toujours de prendre du recul sur le scouting et pas toujours de dire pourquoi j'avais raison et tout. Donc c'est toujours cool de montrer que on a tout le temps tort en fait. Mais j'ai hâte que on soit l'année prochaine et que Michael Brown soit rookie de l'année. Comme ça je pourrais dire que j'avais Je raison. pourrais dire, je vous l'avais dit. Tu la mets en 1, toi, Michael Brown, hein, c'est ça? Hein. Tout à fait. Ouais. Là, tu le diras, je vous l'avais dit. Du coup, quand même, Là je devant les pense ouais. trois. Je pense ouais. Voilà. Là, tu le diras. Bon, écoute, on espère que ça vous a plu. Vous connaissez la tâche traditionnelle. Restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.